OVNI, phénomènes inexpliqués, témoignages, lumières étranges ou observations, zone parallèle, un lien avec l'inconnu. Visitez notre site web à l'adresse www.zoneparallèle.com. Voici Carole Lauzé. Bon samedi à vous tous et merci d'être là en si grand nombre encore une fois. Aujourd'hui, nous avons une émission très particulière qui va sûrement faire jaser beaucoup puisque nous verrons se côtoyer la science versus le paranormal. Pour ceux qui n'ont pas vu le poster de l'émission, je vous annonce que nous avons ici même en studio M. Franck Notarelli Jr. d'Antise Québec et directeur d'Antise Québec. Je me reprends. Et M. Simon Noël, qui est neuroscientifique. Nous allons donc débattre sur ces sujets très controversés. Avant d'ouvrir cette discussion, qui risque d'être très intéressante, j'aimerais aborder un sujet qui fait aussi jaser sur les réseaux sociaux, entre autres. Je parle ici de la fameuse planche de Ouija. Ce supposé jeu qui est en vente partout et même offert aux enfants de 12 ans en fait rire plus d'un. Mais la question qui tue est: est-ce que ça fonctionne vraiment? Plusieurs l'ont essayé sans succès et d'autres l'ont vécu l'enfer après y avoir joué. Mais personnellement, lorsque j'étais adolescente, je me suis procuré l'une de ces planches et la première fois que nous l'avons utilisée, j'avoue que je n'y croyais pas vraiment et j'avais toujours cru que c'était l'un de mes amis qui faisait bouger le petit cœur. Tu sais, le petit cœur qui servait à pointer les lettres. Après quelques essais, ça a été plusieurs essais même, je dirais, avant qu'on voit une notification, vraiment qu'on voit que ça fonctionne ou pas, là. Mais je peux vous dire qu'après plusieurs essais, une des fois, la dernière fois que j'ai joué avec ça, j'ai eu la peur de ma vie, j'avoue. Et c'est pas dans ma tête, ça, je vous jure. On était plusieurs témoins de ce qui s'est produit. Mon chum, à l'époque, il semblait être comme rentré en transe. Il pouvait plus respirer. Il avait la tête, le front collé sur la table. Puis on y parlait, il nous entendait plus. C'était débile. Ça y est, il est possédé. On s'est dit, bon, je sais pas ce qui se passe là. Ou il me niaise. Probablement qu'il me niaise. Je sais pas trop. Mais j'avoue que j'ai pas trippé. Mais c'est jusqu'à là, malgré que je croyais qu'il fakeait, c'est 2 heures après que ça tout a commencé. Ça, j'ai pas très, très apprécié. Je m'étais couchée. On est rendu aux petites heures de la nuit. Ça a fait un méchant boom comme si un auto venait de rentrer sur le mur de la maison, qui est carrément impossible parce que derrière la maison, chez moi, quand j'étais jeune, c'est un champ et un cap qui mène sur le bord du fleuve. Donc, il n'y a pas de véhicule, il n'y a pas de route possible là. Il n'y avait rien non plus, là. Parce qu'on a fait une vérification, on est sorti de la chambre, j'ai vraiment pas trippé. Et il s'est mis à avoir aussi un courant d'air glacial, mais très glacial dans la pièce où est-ce qu'on a fait le jeu, ce qu'on s'est amusé à faire le Ouija. Pour vous donner un petit exemple, c'est les tapes à cassette, là. Vous savez, le genre tape brun sur les petites cassettes 4 tracks, là. Puis moi, je m'amusais quand une cassette était plus bonne, je la défaisais. Puis ici, on faisait des rideaux avec ça, puis comme entre 2 portes. Et quand que j'ai l'espèce de courant d'air glacial a eu lieu chez mes parents, dans la maison de chez mes parents, ces espèces de petits tapes à cassette-là qui étaient suspendus au plafond entre le cadre de porte se sont mis littéralement à l'horizontale, sans aucun courant d'air possible. On a fait des vérifications, toutes les fenêtres étaient fermées. Il y avait... on n'a jamais compris le phénomène, mais on s'est senti aussi dans une ambiance qui était super lourde, très intense. Puis, bref, jamais je n'ai retouché à ça parce que j'ai vraiment eu peur. On ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas ce que c'était, cette espèce de bagne-là, surtout en plein été.
C'est loin de ressembler à un clou qui pète dans une toiture parce que c'est vraiment pas le même son. Et c'était tellement trop intense. C'est comme un bang hypersonique, si on veut. Là. Le son était tellement fort que je peux même pas le décrire, ce que c'était. Là, je vous parle de mes ressentis, de ce que moi j'ai vécu. Mais on était 3 à avoir joué ce petit jeu-là, puis j'ai pas vraiment trippé. Mais j'ai fait aussi des petites recherches sur Internet, sur des sites... Franck, peux-tu me rappeler, Franck, le nom du site? C'est le site Mind Shadow. Le Mind Shadow, c'est ça, merci. Sur le site Mind Shadow, j'ai fait une vérification aussi de ceux qui auraient des témoignages qui ont fait des expériences avec le jeu Ouija. Donc, il y en a un le titre se nomme Le Maléfice du Ouija. Ça a été examiné en mars 97. Je vais vous lire un extrait de ce qui en a été dit. J'ai invité l'horreur dans ma maison avec une planche de Ouija. Mon frère et moi, nous n'avons eu aucun résultat lorsque nous avions commencé à l'utiliser. L'appareil, appelle ça un appareil psychique. Puis, l'indicateur du message a brusquement et mystérieusement commencé à se déplacer. La première chose que le Ouija nous a dit, c'est que le message était envoyé par Seth, S-E-T-H. Connais-tu ça, Seth, toi? Oui, c'est souvent relié à des entités maléfiques lorsqu'on joue au Ouija. Il y a Zozo aussi. Ça, c'est les noms de démons, quoi? Oui, exactement. OK. Pour faire suite au texte, j'ai alors fait l'erreur tragique de lui demander de nous prouver qu'il était réel en faisant quelque chose de surnaturel. Les résultats ont été effrayants et surprenants. Le conseil nous a raconté que le grand-père de l'un de mes meilleurs amis allait mourir dans la semaine. Les lustres de la salle ont commencé à trembler violemment et le carillon a retenti comme si des morceaux de métal avaient cogné ensemble. La chambre est devenue froide comme de la glace et nous sommes mis à grelotter alors que le thermomètre affichait 21 degrés. Soudain, tous les bruits ont cessé et la pièce est devenue aussi silencieuse qu'un cimetière au milieu de la nuit. Mon frère et moi, nous sommes regardés l'un et l'autre terrifiés. Nous avons ouvert toutes les fenêtres pour nous débarrasser de l'odeur de chair, de décomposition, et nous nous sommes dit que nous allions tout oublier. Mais une semaine plus tard, le grand-père de mon ami est mort, comme la planche l'avait prédit. De temps en temps, le lustre fait des va-et-vient, la pièce devenait glaciale et la terrible odeur revenait. Je ne pouvais pas en supporter plus. J'ai jeté le Ouija et j'ai raconté l'expérience à ma mère. Elle m'a dit que une fois que nous avons fricoté avec la planche Ouija, son maléfice reste à jamais. À ce jour, le terrible secousses font trembler ma maison et une puanteur de la mort remplit continuellement la pièce. Des expériences comme ça, ça en est une. Il y en a, il y a d'autres bonnes expériences, comme des gens qui rentrent en contact avec des personnes décédées de leur entourage. Et ça s'arrête là. Il y en a qui font ça aussi avec le genre de verre ou une coupe à vin qu'ils utilisent pour faire à place du petit cœur avec des lettres découpées en morceaux qui font un rond. Il y en a beaucoup qui font ils font leur propre planche de Ouija. Mais bref, j'ai parlé avec Franck comme ça sans vous le présenter. Bonjour Franck, comment vas-tu? Très bien, toi? Oui, ça va très bien. Je vais monter un peu ton micro. Je ne sais pas si on t'entend bien. D'accord. OK, et voilà. C'est quoi ton avis là-dessus? As-tu déjà joué avec ces bébelles-là, toi aussi? Moi, j'étais vraiment un adepte. Du Ouija. Si je retourne il y a 15 ans, j'adorais ça. Moi, ce que je faisais des séances de PVE en même temps que je jouais. OK. Je plaçais des enregistreurs vocaux à côté de la planche. Tu faisais ça? Oui, pour me rappeler les questions que j'avais posées puis les réponses que j'avais eues. Mais ce qui est le plus bizarre dans tout ça, c'est que lorsqu'on réécoutait, dans le fond, sur les fichiers audio, j'entendais toujours des voix de personnes qui n'étaient pas là. Ah, oh! Donc, il y avait clairement un portail d'ouvert ou une porte. Donc, tu avais vraiment enregistré une preuve physique de quelque chose. Ça m'est arrivé souvent. Puis, moi, je veux dire que la planche de Ouija que j'avais, c'était un modèle des années 40. Donc, les vieilles en bois, là. Oui, une très, très, très vieille. Puis, je pourrais dire que j'ai testé au-dessus de 5 planches Ouija. Puis, seulement celle de 1970 et celle de 1940 qui fonctionnait.
Ah oui? Oui. Ben, en tout cas, la nôtre est en carton. Puis, Tu vois, moi, j'en avais une en carton, puis j'ai jamais été capable de la faire fonctionner. Oui, OK. Puis, juste te raconter une anecdote comme ça. Ma voisine, elle venait de décéder en haut de chez moi. Puis, ça faisait peut-être une semaine, puis on entendait des bruits, puis tout ça. Mais le logement était vide. On entendait le piano jouer la nuit. Ah, c'est déjà arrivé, ça, sur une de nos enquêtes, Oui, d'ailleurs? je me souviens très bien. Au manoir des Aulnay. Exactement. Oui. Puis là, j'ai dit, je vais faire une séance Ouija. Puis il y avait ma mère qui était avec moi. Puis ma mère adorait ça. Sauf que là, on a mis seulement un doigt sur la goutte. Ce que tu appelles le cœur, la goutte. Oui, c'est vrai que ça a une forme de goutte. Oui, c'est ça. On a mis seulement un doigt, puis ça a commencé à faire des 8. Oh. Puis ma mère, elle a enlevé son doigt parce qu'elle a eu peur. Puis moi, j'ai gardé mon doigt, mais c'est pas la paume de ma main, là. Mais tous mes doigts, là, c'est seulement un doigt, puis ça l'arrêtait plus. Ah, mais j'ai su quelque part que... D'ailleurs, c'est pas toi qui m'en as parlé. Que quand ça fait un 8, c'est très dangereux. Oui, c'est ça. Puis ça reste. Oui, j'ai demandé son nom, puis il m'a répondu... Il a écrit Phoenix. Un phénix. Oui. Il a écrit Phoenix. J'ai demandé quel âge qu'il avait, puis tout ça. Mais normalement, c'est pas bon de poser des questions sur lui. OK. Faut jamais poser des questions sur l'entité. Exemple, est-ce qu'il va faire beau demain? Ça, c'est correct. Parce que autrefois... Non, mais il y a Météo Média pour ça. Oui, c'est ça. Non, mais c'est un exemple banal, là. Mais autrefois, c'était les sorcières qui utilisaient ça. OK. C'était le witchboard. Puis dans le fond, c'était une planche pour la divination. Donc, ils pouvaient diviner des choses avec ça. OK. Dans l'avenir de quelqu'un. Oui, quelqu'un exactement. Consultait... Puis dans les anciennes planches Ouija, l'alphabet est en latin. OK. Puis les numéros de 0 à 10 ou 1 à 10, eux, sont en chiffres arabes. Mais ça, c'est dans les vieilles planches, là. Ah, tabarouette, je ne l'ai jamais vu, ce modèle-là, de bord. Oui, parce que moi, mais la première planche, si je me souviens bien, a été construite commercialisée, je pourrais dire, en 1891. C'est si vieux que ça? Oui. Oh, ben, gadon. Puis il y a plusieurs compagnies comme Parker Brothers qui l'ont refaite, puis tout ça. Oui. Mais c'est pour revenir à mon histoire. Lorsque l'entité a commencé à faire des 8, ce qui est arrivé, c'est qu'on avait 2 chandeliers sur la table avec comme des genres de pendentifs après. OK. Un chandelier. Oui, avec des pendentifs. OK, le frame de ta chandelle. Oui, qui tient la chandelle. Comme les anciennes lampes, là, il y a des petits pendentifs. Oui, là, oui, comme ça remet des gouttes. Là. Exactement. OK. Ça s'est mis à bouger, mais à claquer ensemble. Là. C'est normal, capoté. C'est vraiment fort. Là. C'est un peu comme l'histoire que j'ai lue tantôt, le monsieur avec des vraiment très fort. Puis là, ma mère, elle a eu peur. Fait que moi, j'ai dit à l'entité goodbye. Je suis allé allumer la lumière. Puis les 2 ampoules, ils ont explosé. Du plafond? Oui. Carrément explosé. Moi, j'ai reçu de la vitre partout sur moi, ma mère aussi. Voyons donc. Oui. Oh! Donc ça, tu sais, c'est pas mon subconscient qui a fait faire ça, j'ose imaginer. Et juste vous deux? Oui. Puis ça fonctionnait à 2? Oui, ça fonctionne même toute seule. Mais toute seule, c'est très dangereux parce qu'il peut avoir... dans le fond, c'est parce que l'entité de... Quand on contacte des entités avec le Ouija, c'est souvent des entités qui sont menteurs. OK. Ils peuvent dire que c'est ton grand-père, que tu parles à un défunt, mais c'est pas vrai. C'est rien qu'un petit comique qui joue Exactement. des tours. Il faut faire très, très attention. Pour ma part, moi, je considère pas ça comme un jeu. Parce que ça peut être très dangereux. C'est sûr qu'il y a des sceptiques qui croiront pas à ça ou qui n'ont jamais eu d'expérience avec ça. Mais moi, avec les vieilles planches que j'avais, j'ai toujours eu des expériences. Ben moi, comme je te dis, je l'ai tenté plusieurs fois avant que ça fonctionne. Puis si ça n'aurait pas fonctionné cette fois-là, j'aurais peut-être continué encore aujourd'hui à le faire. Mais je t'aurais dit non, ça marche pas, cette affaire-là. Exactement, mais ce n'est pas un jeu parce que ça peut être très, très, très dangereux. Ouais. De là, avoir une possession... Je sais pas, ça peut être un choc émotif que la personne a par rapport aux réponses. Ça peut peut-être être une psychose. Je sais pas. Ben, à mon chum d'époque, tu sais, j'étais quand même... Parce qu'il faut rester rationnel quand même, mais toi, ouais. T'en as été témoin. Donc, j'avais 17 ans à peu près, 17-18 ans. C'est dans le tout début de ma vie adulte, là, quand c'est arrivé. Tantôt, j'ai dit ado parce qu'on reste quand même ado jusqu'à temps qu'on ait vraiment quitté le nid familial et planté dans le vif de la vie. Mais bref, ce que je veux dire, c'est que mon conjoint à l'époque, mon chum, lui, il s'est mis comme... On faisait ça, puis ça s'est mis à bouger. Il lui a demandé à parler à son cousin qui avait été tué dans un accident de voiture. Il s'était fait frapper. Et puis... il se serait
apparemment présenté, mais il y a des fois, je trouvais ça bizarre comme réponse parce que tu as le oui, le non, tu as plusieurs lettres. Oui. Je me souviens pas qu'est-ce qu'il y avait sur la planchette de jeu aussi comme signe. Là. Il me semble qu'il y avait d'autres choses. Mais tu as goodbye aussi. Oui, c'est ça. Okay, ça, c'est très important, après chaque séance, de jamais laisser la goutte sur le Ouija. OK. Très important. Puis d'aller toujours à goodbye parce que ça peut... C'est comme si ça serait une manière de fermer le portail. Et ça serait pas comme... Je dis pas que c'est pas dans la tête, là, mais est-ce que ça serait pas comme une... comment on peut dire? Tu sais, la volonté de quelqu'un. Le subconscient ou la télékinésie ou quelque chose comme ça. Oui, ou la volonté de quelqu'un. Tu sais, comme quand on fait des purifications, des choses comme ça, puis on dit, ben garde, sors d'ici, t'es chez nous. Je pourrais dire oui et non, mais c'est parce que ce qui est arrivé, les PVE que j'ai captés, c'est des voix vraiment d'outre-tombe. Les lumières qui ont explosé, les ampoules, ça, si tout ça, c'est des coïncidences... OK, non, je parle pas de coïncidence parce que je le crois pour l'avoir vu. Ce que je veux dire, c'est que, admettons, comme moi, je sens une entité près de moi, je veux pas qu'elle soit là. Je vais m'affirmer et dire « Wow, quitte! » Oui, le goodbye, c'est une forme... mais c'est beau de dire d'aller sur le goodbye, mais il faut que tu t'affirmes, il faut que tu sois vraiment en dedans de toi convaincu de ce que tu veux. Puis même à ça, je pourrais dire que c'est quand même dangereux. Ça reste toujours dangereux de jouer avec ça. C'est pas un jeu, là, tu sais. Ils ont commercialisé ça comme un jeu, mais d'après mes expériences à moi, les enquêtes que j'ai faites qui ont ouvert des portails à cause des gens qui ont joué au Ouija, moi, je le déconseille fortement. T'en reçois-tu, toi, des témoignages ou de l'aide, justement, sur ta page Des Antis demandes Québec? d'aide à cause du Ouija, souvent, je pourrais dire peut-être une 20aine par mois. Par mois? Ah oui. Mon Dieu, c'est puis la moyenne d'âge de ceux qui calent comme ça? Ça va de 20 ans jusqu'à 50 ans, 60 ans. T'es-tu sérieux? C'est même pas des enfants qui le jouent? Ils utilisent la planche de l'Eugène ou... Aucune idée. Les gens, ils décident de faire un party, ils vont sortir le Ouija, ils vont aller dans un cimetière aussi, jouer au Ouija dans un cimetière, tu sais, pour faire peur, mais c'est dangereux. Justement, si ça se fait dans un cimetière ou à l'extérieur, est-ce que ça suit ces personnes-là? Bien sûr. Bien sûr. Ça dépend le type d'entité que tu contactes. C'est pas toujours des mauvaises entités, mais il faut savoir que si les gens se souviennent du film L'Exorcisme, bon, ben au début, dans le film, on voit la petite Megan qui joue toute seule au Ouija. Puis elle dit qu'elle parle à Capitaine Setou. Bon, mais Capitaine Setou, là, c'est lui qui l'a possédé dans le film. Je sais que c'est un film, c'est de la fiction, mais il y a des histoires vraies par rapport à des possessions reliées au Ouija. Ben, donc, c'est comme le film Exorciste, c'est pas une histoire déjà vécue, mais tournée justement dans exactement. Le monde C'est basé sur des faits réels. Parce qu'on s'entend qu'une tête, ça fait pas 360. Non, c'est ça. C'est comme impossible. Physiquement, c'est impossible. Là. C'est pas, mais c'est un méchant torticolis que t'as là. Mais c'est sûr que dans les exorcismes, on peut apercevoir les gens qui peuvent parler en latin, peuvent avoir une force surnaturelle. Ça, oui. Ça, tu dis ça parlant latin, parce qu'il y a même un jeune qui t'a parlé à un moment donné en italien. Oui, en italien, puis c'est un enfant de 4 ans, là, de Québécois de souche. Là. C'est impossible qu'il pouvait dire plus que... Ce qu'il m'a dit, là, il m'a dit une phrase complète là, en italien. Là, puis il n'avait jamais parlé italien auparavant? Jamais. C'est ça, c'est... Puis à 4 ans, t'apprends pas l'italien, là. Je sais pas, il n'y a pas de poste italien, là. Tu sais, c'est... Surtout s'il reste en campagne, là, je crois pas que... Ben, oui, en plus. Mais s'il n'y a pas de père-mère italien, en plus, je verrais pas pourquoi que... Puis c'est justement, j'avais posé une question, j'avais dit... toi, c'est quoi ton nom? Comment tu t'appelles? À qui tu parlais? À l'enfant? À l'enfant, mais là, j'avais aussi dit Spiritus Malignos que nomine tu. C'est esprit malin, comment tu t'appelles? Parce que je voulais savoir si j'étais pour capter un phénomène de voix électronique. OK. Puis il m'a carrément dit, en italien, d'aller me faire 3 petits points. Bon, tu peux le dire. D'aller me faire foutre. Bon. Donc... Ici, on a une radio alternative. C'est ça. Il y a beaucoup de belles affaires. Le petit enfant de 4 ans qui me répond ça, puis que dans ses yeux, son regard est noir, vide, il m'a fait peur. Pour vrai? Ouais, j'ai eu peur. Il n'y avait pas un autre enquêteur avec toi en plus cette fois-là, Ali? Ou Non, pas dans ce moment-là. C'était Paul qui est décédé, malheureusement. Ben oui, c'est vrai, Paul. Oui. Mon Dieu, mais as-tu d'autres expériences? Parce que moi, j'ai des amis qui ont fait des essais aussi. Ben, sur le Ouija, ma dernière expérience, ça remonte à il y a 8 ans. On était 4 personnes. Ma mère était chez moi. J'avais 2 de mes amis.
Mes amis, un de mes amis me dit, j'aimerais ça parler à ma grand-mère. Ma mère, elle a dit oui, mais il faudrait que tu fasses attention puis tu poses des bonnes questions. Mon ami a commencé à jouer. On a commencé à jouer, dans le fond, ça fonctionnait. Tu sais, la planche, la goutte, elle bougeait très vite. OK. Tout d'un coup, mon ami s'est mis à niaiser. Poser des questions stupides, puis tout ça. Puis ma mère, il avait dit, fais pas ça. Puis moi, je l'avais averti. Mais on était chez moi, là. Tout d'un coup, après qu'il a posé une question stupide, on a entendu courir dans mes marches d'escalier qui menaient au sous-sol. Puis mon chien s'est mis à grogner vers la porte. Ah, les animaux, ça Mais vraiment grogner, la bave coulait. Là. J'avais jamais vu mon chien comme ça. Puis là, on a lâché, on a arrêté, on est allé à Goodbye. Je suis descendu en bas. Puis dans le milieu de l'escalier, mon ami... Attends. Oui. Tu dis on est allé à Goodbye. Est-ce que c'est toi qui déplaces la petite goutte ou le cœur vers le Goodbye? Oui, c'est moi qui vais à Goodbye. OK, c'est pas une demande que tu fais et que c'est pas cette affaire-là qui se promène tout seul jusque-là. Là. Non, c'est moi qui ai décidé. On va à Goodbye. J'ai mis la goutte à côté du Ouija. OK. Ma mère puis moi, on s'est tous suivis pour aller en bas avec mes deux amis. Mon ami, dans le fond, au milieu de l'escalier, il a crié. Fait que là, j'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Il lève son chandail. Il y avait comme trois graffinures puis une brûlure. Oh! Mais une brûlure, là, comme une ampoule. Comme s'il avait été brûlé sur le ventre. Mais voyons donc. Oui, puis c'était un Atikamekw, lui. Puis il croyait pas à ça au début, là. Parce qu'il niaisait, il posait des questions stupides. Sauf que là, qu'est-ce qui est arrivé après? C'est quand eux sont partis, là, qui tu penses qui est resté pogné avec ce problème-là? C'est sûrement toi. Hein? Exactement. Ça l'a pris 1 mois avant de le faire partir de chez nous. Qu'est-ce que ça faisait? Il courait dans les escaliers, j'entendais des bangs. J'ai mis du gros sel partout. J'ai mis la planche dehors, en hiver, là. OK? Dans un sac à vidange. On avait eu une grosse hiver, là, cet hiver-là. Au printemps, là, j'ai ouvert le sac à vidange, la planche était intacte. Okay. J'ai jamais vu ça. Hi. J'ai jamais vu ça. Puis comment j'ai réussi à faire sortir l'entité? Ben, s'il n'y a pas une neige qui est rentrée dans le sac, peut-être. Peut-être, mais tu sais, de l'humidité ou quelque chose. Puis même la boîte de carton, là, était intacte. Ah, ben là, non. Ça, c'est... Donc, il y a quelque chose de... Il y a quelque chose de bizarre avec cette planche-là. Puis comment j'ai réussi à faire sortir ça? J'ai fait une purification avec de la sauge amérindienne. Ça a pris 1 mois, là. OK. Mais comme je disais tantôt, en fait, quand on fait de la purification, c'est ta volonté, ta puissance à toi-même qui fait en sorte que ça marche ou non, mettons, une purification. Oui, c'est sûr, mais rendu que les manifestations étaient violentes, là, c'était des gros coups, là. OK. Mais là, je me disais, est-ce que j'ai ramené ça aussi d'une enquête? Est-ce que c'est une coïncidence? Est-ce que c'est vraiment la planche? Tu commences à te poser plein de questions, là. Faut que tu trouves une idée rationnelle. Ben oui, c'est vrai. Mais j'ai eu très peur, je pourrais dire. C'est parce que c'est pas évident. Ça reste. Ça reste. Puis c'est comme un phénomène de poltergeist, là. C'est des objets qui déplacent, c'est des coups. Ben tu vois, plusieurs années après avoir fait ça, je dis plusieurs, environ 4 ans après avoir fait la tentative, mes parents étaient absents. Puis là, je demeurais à Québec. Puis une fin de semaine, je suis redescendue à la maison chez mes parents. Puis on était seuls dans la maison. Et je dis à mon chum à l'époque qu'on avait joué en bas, puis qu'il se passe des phénomènes bizarres dans le sous-sol de la maison, puis que ça n'avait jamais vraiment parti. On se sentait tout le temps bizarre. Observé, puis oui, c'est ça. Tu descends les escaliers, puis tu te demandes tout le temps, y a-tu quelqu'un sur le bord de la porte qui va te tendre puis qui va te faire un méchant saut, là? Mais non, on est tout seul, là. Mais ça arrivait souvent de se sentir comme ça, puis à un moment donné, on descend l'escalier, à l'endroit même où est-ce qu'on a joué, dans la pièce, il y a eu comme un courant qui m'a traversé le corps de A à Z. Oui, c'est vrai, tu me l'avais déjà raconté. Ça. Je suis venue tellement bizarre. Tu sais, les larmes me sont même coulées. C'est la première fois que ça m'arrivait. Je sais que c'est ça. Je sais quoi, là, j'ai-tu passé à travers de... Je sais pas ce qui m'a passé à travers. Je me revire de bord. Mon chum, il ne croyait pas à ça, plus qu'il faut, là. Je me revire de bord, puis il est parti à la course. On avait à peu près une affaire comme 12 marches pour monter les escaliers. Je pense qu'il les a faites en 3 shots. Tu vois? Ça a coûté 3-4 marches, là. Puis il est sorti dehors en courant. Puis panique. Je dis, qu'est-ce que t'as là? Il dit, t'as pas senti? J'ai senti quoi? Qu'est-ce que t'as senti? Je dis, toi, tu dis que t'as senti de quoi passer à travers toi? Bien, ça a passé à travers moi aussi. Derrière toi, parce qu'il était derrière moi.
Puis je sais pas ce que c'est. Il dit, la chienne m'a pogné, c'est tout, puis je veux plus jamais revenir ici. Tu vois? Ça, c'était mon chum d'époque. Tu vas trouver le temps long parce que tu vas vouloir Mais sérieusement, oui, il y a un danger avec. Moi, personnellement, là, je pourrais dire, je sais pas ce que Simon en pense, mais. Bien, on va en parler justement tantôt. Ce qu'on va faire, on va aller à la pause. Tout de suite après, on va continuer parce que j'ai une petite expérience que je veux partager. Ensuite, on va présenter notre prochain invité. Fait qu'on se reprend après la pause. Là, je viens de parler à Simon pendant la pause et ça m'a rappelé quelque chose. Je vais d'abord vous le présenter tout de suite. Bonjour Simon, ça va bien? Bonjour Carole, ça va bien et toi? Oui. Là, pour être honnête avec l'audience, j'aimerais spécifier que Simon est mon neveu. J'ai souvent eu la chance de discuter avec lui. Je le consulte quand j'ai besoin de réponses pour mes dossiers dans lesquels je travaille à l'occasion. Lorsqu'on reçoit des témoignages, il y a des choses des fois que des gens me disent, puis je le consulte, je lui demande ses conseils. C'est très pratique. En fait, c'est notre genre de spécialiste de zone parallèle. D'abord, il y a un bac à l'université. Ensuite, tu as la maîtrise et le doctorat. Simon, lui, il a la maîtrise. Explique-moi, c'est quoi, Simon, premièrement, vite fait, là, ta maîtrise est faite sur la neuroscience. Mais sur quoi est faite ta maîtrise, en fait? Exactement. Donc, j'ai étudié les neurosciences à l'université, mais je me suis spécialisé au niveau de la psychiatrie pour la schizophrénie. J'ai touché un peu aussi à la dépression majeure, à la bipolarité, et puis aux troubles déficitaires de l'attention chez l'adulte avec ou sans hyperactivité, qu'on appelle plus communément le TDAH. OK. Parce que là, pendant la pause, tantôt, tu m'as rappelé un petit souvenir que j'ai complètement oublié ça dans ma mémoire. Tu avais étudié, justement, dans parce que quand tu étais petit, tu as tout le temps dit que tu voulais être le pape. Vrai? Exactement. C'est ça. Donc, tu as étudié en religion. Je ne sais pas comment ça s'appelle ça. J'ai fait quelques cours au niveau de la théologie. Je me dirigeais vraiment vers là. J'ai toujours eu un certain intérêt vers la démonologie. Puis je me disais toujours que de devenir prêtre exorciste, ça pourrait être une carrière qui serait intéressante, quoi. Sauf que là, un beau jour, j'ai comme trouvé une femme merveilleuse que j'ai épousée, puis ça a comme réorienté vers la psychiatrie. Mais c'est ça, au début, je voulais devenir pape, là. OK, non, mais je me souviens très... Là, tu le dis, là, mais tantôt, tu as parlé justement de la démonologie, donc tu as étudié un peu le phénomène. Et ce que Franck parlait tantôt du jeune qui est devenu avec un regard vide et noir... Ou qu'est-ce que tu as dit? Parce que je suis pas sûre, je pense que j'ai manqué un petit bout de votre conversation, là. Donc, au niveau d'un exorcisme, quand un prêtre arrive, il faut vraiment qu'il soit capable de faire la différence entre si c'est une maladie mentale ou si c'est une vraie possession. Parce que si c'est une maladie mentale, le prêtre ne pourra jamais réussir son exorcisme. Puis tout ce qu'il va réussir à faire, c'est réussir à conforter la personne dans sa psychose et puis la rendre encore plus malade. Donc, le prêtre, il y a 3 signes qui sont reconnus par le clergé qu'il doit identifier. Premièrement, la personne est capable de parler des langues qu'elle ne connaît pas du tout. Deuxièmement, la personne possède une force qui est surhumaine. Et puis, troisièmement, la personne a une connaissance de l'inconnu. C'est-à-dire qu'on amène, par exemple, un sac dans lequel on met des objets. On s'assure qu'on ne puisse pas identifier les objets de par la forme du sac. Et puis, la personne est capable de dire c'est quoi les objets qui sont dans le sac. OK. Donc, comme le fait du jeune homme qui parlait italien, qui n'avait jamais parlé italien de sa vie, là. C'est pas suffisant, ça. Mais, ça prend vraiment les 3. Mais ça prend les 3. Il me semble que moi, je te parle en chinois puis que je dis vraiment quelque chose en chinois. Que j'ai jamais étudié ça. Je sais pas d'où va venir l'information dans ma petite tête, là, mais je pourrais pas comprendre, à moins d'être... Je sais pas si c'est... Supposons que tu écoutes la télé quand tu es un jeune enfant ou un bébé, et puis qu'à la télé, il y a quelqu'un qui dit une phrase en italien comme justement « va te faire foutre ». Ton inconscient peut enregistrer cette information-là. Après ça, Frank dit qu'il a parlé en latin à cette personne-là. Le latin a des consonances qui sont similaires au latin. Le cerveau, inconsciemment, a tout simplement peut-être juste comme branché les 2 morceaux puis répondu la phrase que l'enfant avait enregistrée en bas âge, quoi. OK. Tu prends comme la force surhumaine. Ça peut tout simplement être une poussée d'adrénaline qui est capable de quadrupler la force, qui pourrait être perçue aussi comme une force surhumaine. C'est pour ça que ça prend vraiment comme les 3 signes et non pas juste un ou 2 des 3.
C'est donc bien intéressant. Hey, comment ça se fait que je me suis pas rappelé que tu as étudié là-dedans? Tu nous aurais été pratique en plus, bien plus souvent qu'on pense, là. Bien sûr. C'est fou. Mais est-ce que tu as déjà joué à ça, toi, des planches de Ouija, Simon? Ça, j'ai jamais vraiment eu d'intérêt pour ces choses-là. Non, désolé. Mais tu voulais devenir démonologue. Oui. Ça, je trouve ça intéressant en tabarouette, par exemple. Mais un prêtre, tu dis qu'il faut qu'il sache reconnaître les signes psychiatriques, si on veut. Exactement. D'ailleurs, les prêtres qui font ça ont une formation sommaire en psychiatrie justement pour pouvoir identifier la maladie mentale, faire la distinction entre ce qui est toute maladie mentale ou ce qui pourrait être une possession. OK. Parce que sinon, il va briser la personne beaucoup plus, il va briser sa psyché s'il essaie de faire un rituel d'exorcisme parce qu'il va le conforter dans sa maladie. Donc, en tant que scientifique, parce que tu es un scientifique, on ne s'en cachera pas, un neuroscientifique en plus, tu confirmes que c'est des choses qui peuvent arriver. En quelque sorte, on peut dire ça de cette façon-là, oui. Parce que si tu l'as étudié justement avec la prêtrise et tout, tu sais qu'il y a quelque chose qui existe à quelque part, là. C'est ça. De là à dire que c'est un démon, c'est un autre paire de manches. C'est peut-être juste un phénomène naturel auquel on n'a aucune explication. C'est peut-être un univers parallèle. Il y a 1 million de possibilités. Nous, on appelle ça un démon. On met une étiquette démon, mais on peut pas... il n'y a aucune étude qui prouve que c'est un démon, tout comme il n'y a pas d'étude qui prouve que c'est pas un démon non plus, là. C'est combien d'années d'études, ce que tu as étudié, toi? Au niveau de la théologie? Non, au niveau de la science. Au niveau de la science, la maîtrise en tant que telle, c'est 4 ans que j'ai fait. 4 ans. Normalement, on peut le faire en 2 ans, mais j'ai comme plein d'intérêts variés, ce qui fait que j'ai bifurqué sur plusieurs sujets, comme les statistiques, la biochimie, la bioinformatique. J'ai comme pris plus de cours que ce que j'aurais dû là, dans ma maîtrise. OK. Mais dans ton cours, justement, tu as fait pas ta thèse, parce qu'une thèse, c'est une maîtrise. C'est ça. C'est une maîtrise. Donc, ta maîtrise, toi, tu l'as faite sur la schizophrénie. Principalement. Donc, sauf que la schizophrénie a beaucoup de similitudes avec la bipolarité. Comme par exemple, quelqu'un qui a un high qu'on appelle en bipolarité va tomber en état de psychose si le high est trop gros, tout comme quelqu'un qui est schizophrène. Donc, il y a beaucoup de similitudes au niveau des symptômes. Des fois, les psychiatres ont même de la misère à différencier les deux maladies. Et puis, au niveau de la génétique aussi, il y a beaucoup de similarités. J'ai travaillé aussi au niveau de la dépression majeure, parce que, justement, dans la bipolarité, là, il y a aussi un élément dépressif, pour pouvoir vraiment, comme, pas mélanger des pommes et des oranges pour être sûr que ce que j'étudiais était vraiment quelqu'un, par exemple, qui était schizophrène, mais aussi quelqu'un qui était bipolaire ou quelqu'un qui était dépressif pour pouvoir vraiment avoir les bonnes classifications. OK. Et puis, comme j'ai un TDAH, je me suis, dirigé un petit peu vers ça aussi, là, pour prêcher pour ma paroisse, entre guillemets. OK. Donc, tu es vraiment sérieux dans tes recherches. Puis, tu as fait un stage aussi, si je me souviens bien, Robert Giffard. Exactement, oui. Et tu m'as déjà dit, durant une conversation, que tu as remarqué qu'il y avait plusieurs personnes qui souffraient supposément de schizophrénie. En fait, c'était pas nécessairement là. C'était pas nécessairement ce qu'il y avait. Il y en a qui sont médicamentés pour quelque chose qui ne devrait pas l'être, en fait. Exactement. Il y était une époque où on pouvait prétendre que quelqu'un était fou parce que, maintenant on dit plus ça fou, mais à l'époque on disait ça comme ça, pour se venger de la personne, pour pouvoir le mettre sur tutelle puis hériter avant son temps, par vengeance. Il y avait toutes sortes de façons qu'on pouvait réussir à disons, contourner le système puis envoyer les personnes dans les hôpitaux psychiatriques. Puis en même temps, il y avait même une époque où, par exemple, la violence était considérée psychiatrique et puis on envoyait les personnes puis elles subissaient des lobotomies. Effectivement, quand tu sépares les 2 hémisphères du cerveau, tu deviens très, très, très calme, mais on s'entend qu'aujourd'hui, en 2018, là, il y a des solutions un petit peu moins... drastiques. Exactement, pour ça. Mais le pourquoi c'est plus considéré psychiatrique maintenant, c'est plus psychologique. Maintenant, il y a des thérapies, des choses comme ça qui existent. Quoi. OK, tu deviens zombie sinon, en quelque sorte, parce que si tu fais, comme tu dis, séparer les deux hémisphères, il y a la connexion qui se fait plus à quelque part, là, dans le fond. Exactement. Mais tout comme aussi, avant, la schizophrénie, ils corrigeaient ça de la même façon. La lobotomie, ça marchait très bien. Ça réglait la schizophrénie. Mais c'est pas la solution idéale. Par après, ils ont trouvé qu'il y avait des médicaments qui avaient des effets aussi positifs sur la schizophrénie. En fait, c'est quoi la lobotomie?
La lobotomie, en gros, c'est que nos deux hémisphères sont reliés ensemble par un morceau qui s'appelle le corps calleux, qui, lui, est coupé pour couper la connexion entre les deux hémisphères. Donc, il ouvre la boîte crânienne, il écarte un petit peu les deux hémisphères du cerveau, puis ils vont couper le lien qui les relie, quoi. Comme le gars qui se fait couper le canal famille, là. C'est quand il ne fait plus d'enfants, là. J'avais une question, Simon. Le cerveau ressent rien. Hein. Sur le même sujet, est-ce que c'est vrai que autrefois, il faisait ça avec un pic à glace aussi? Ça, j'ai pas de données là-dessus. Mais c'est pas impossible, ça pourrait fonctionner. Parce que je savais qu'il rentrait ça ici dans l'œil, là. Puis tout ce qu'il y avait, dans le fond, comme effet secondaire, c'était un black eye le lendemain, là. Aïe, il venait de subir une lobotomie. Ben voyons donc. Ouais. Pour moi, dans ma tête, là, je les vois avec son petit casque d'aluminium sur la tête, plein de fils, puis on voit des chocs, là. Ça, c'est les électrochocs. OK. Ouais. C'est encore une fois, avant, c'était drastique. Ils mettaient des courants beaucoup trop élevés qui foquaient un paquet de neurones. Maintenant, ça a évolué beaucoup. Maintenant, c'est même des espèces d'aimants qui vont stimuler des neurones très, très, très précises. C'est plus ce que c'était du tout avant, là. Les méthodes se sont beaucoup raffinées à ce niveau-là. Ça sonne Frankenstein pas mal, je trouve, comme expérience, là. Voyons donc. Puis, côté paranormal, toi, Simon, est-ce que tu crois que c'est possible que les phénomènes soient bel et bien réels et que ça ne relève pas du domaine de la psychiatrie en tant que neurobiologiste? Le paranormal, selon moi, c'est simplement, on peut dire, ce qu'on n'arrive pas à expliquer par la science en ce moment. Si on prend par exemple à l'époque préhistorique, quand la foudre tombait, ben c'était divin parce qu'on comprenait pas c'était quoi l'électricité, puis ça fait des feux, ça peut tuer des animaux, etc., etc., etc. Maintenant, avec la science, on réussit à comprendre ça, ce qui fait que c'est plus paranormal, c'est plus divin. Okay. Donc c'est un bel exemple, par exemple. C'est vrai que la foudre, dans le temps, quand il y a le premier coco qui a vu ça, là, c'est Dieu, hein? Dieu est en colère, ça joue au quai, puis on disait toutes sortes de niaiseries. Mais je trouve ça intéressant comme comparaison, mais oui, continue. Si on prend par exemple la combustion humaine spontanée, avant on disait que c'était un phénomène paranormal. Il y a du monde qui essaie d'expliquer ça par différents éléments, comme par exemple, peut-être que c'est les mitochondries, qui sont un peu les génératrices du corps humain, qui ont un défaut, puis qui finissent par faire trop de chaleur, puis l'humain prend feu. Il y en avait qui disaient que c'était une volonté de l'esprit, d'une espèce d'auto-suicide ou des choses comme ça. Il y avait 1 million de théories qui existaient, puis c'était vraiment considéré paranormal. Mais maintenant, on s'est rendu compte que avant un tremblement de terre, quand que les roches frottaient ensemble au niveau des failles, il y avait des champs électromagnétiques puissants qui étaient produits. Et puis des fois, les champs électromagnétiques peuvent être concentrés tellement que ça fait une espèce de petit orbe qui se promène, on dirait une lumière qui vole dans le ciel. Oui. Puis quand que la personne a un collier en métal, cet orbe-là a tendance à aller se coller sur le collier en métal. Et puis un aimant puissant sur du métal, ce que ça fait, c'est que ça fait chauffer le métal énormément. Et puis c'est ça qui produisait la combustion spontanée en quelques instants. C'est comme ça que la science a donné sa réponse. C'est la réponse qui a été donnée par la science, oui. Ah ben, c'est sûr qu'on n'a pas étudié tous les cas qui ont été reportés, mais tous les cas qui ont été étudiés ont trouvé ça comme réponse scientifique. Il faudrait juste vérifier s'il y a vraiment eu des tremblements de terre avant chaque combustion spontanée. C'est justement ceux qui ont été étudiés, c'est justement le cas. Il y a eu des tremblements de terre là, dans les semaines/mois qui venaient. Ben voyons donc. Donc cette boule-là, Simon, elle pourrait se promener dans une maison, c'est ça? Exactement. C'est une manifestation physique d'un champ magnétique qui est trop puissant, quoi. Ça, c'est bon parce que ça m'est arrivé. C'est attiré par le métal. Ça nous est arrivé d'en voir des orbes, là. Oui. Mais des véritables orbes que tu vois avec ton œil. Oui. En plus de le capter sur un appareil photo, ben, le monde te dit tout, c'est un flash. De la poussière. C'est ta poussière, c'est ci, puis c'est ça. Ils ont tous des pseudos, sont tous des pseudos scientifiques qui viennent te dire, mais qui connaissent absolument rien à ça. Là. Effectivement. Mais je dis pas que tous les orbes, c'est ça, par exemple. Je dis que certains orbes, c'est ça. OK. Donc, parce que j'en ai vu, justement, dans le sous-sol d'un bloc qui mène en même temps, ça provenait peut-être justement des égouts, parce que tu vois dans le sous-sol du bloc chez ma sœur, il y a les égouts, des fois, assez que l'odeur remonte. Mais je ne sais pas si ça venait de là, mais ça aurait un sens logique avec ce que tu viens de dire. Vu que ça vient de la terre. Ben oui, c'est ça que ça vient de la terre, parce que j'ai l'impression que des fois, qu'il est plugué direct ses égouts, puis qu'il manque un bout, là. Mais on l'a vu de nos yeux vus, je l'ai pris en photo, puis c'est assez impressionnant.
Parce que cette boule-là, c'était comme tellement lumineux. Ça avait l'air d'une affaire radioactive, là, tellement c'est... Si ça vient des égouts, ça peut tout simplement aussi être des gaz de décomposition. Si on prend par exemple ce qu'on appelle les feux follets, qui fait une bulle. C'est tout simplement un corps qui est en décomposition sous terre, et puis il y a des gaz qui ressortent de la terre. Puis ces gaz-là, au contact de l'air, font des petites flammes qui ont de l'air de danser. Une boule de gaz comme ça là, qui sort des égouts pourrait aussi le donner peut-être un effet d'ordre, quoi. Donc la science essaie de quand même chercher à trouver la réponse sur certains phénomènes comme ça. Ça, je savais parce qu'on a... De percer des mystères inconnus, dans le fond. Oui, parce qu'on a justement, avec Franck, pour le documentaire, on avait consulté justement un scientifique que lui explique que la pierre, avec les énergies résiduelles, le bois dans les maisons, il a parlé aussi des cimetières avec les orbes qui sortent. Oui. Ça a l'air de sortir d'une tombe, que le monde pense que c'est un fantôme ou qu'il y a une vapeur ou peu importe. Mais je sais qu'il y a un côté scientifique à ça. C'est pas tout. Tout n'est pas relié à un fantôme. Non, c'est ça. Mais c'est assez... mais je trouve ça le fun si la science vraiment se penche sur essayer de trouver c'est quoi. Mais il y a quand même... La science, c'est égal essai-erreur. On s'entend? En partie, oui. En partie, pas mal. Parce que je pense que des fois, un scientifique va dire, regarde, le premier scientifique qui disait que la Terre était plate, on s'entend-tu qu'il était dans le champ? Jusqu'à temps qu'on fasse des essais, puis qu'ils ont parcouru le sol. Ça, là, je le dis souvent comme exemple, je vais en être fatigante, mais c'est ça. Ils ont fait des essais sur le terrain pour découvrir que c'était rond. Et le scientifique qui a parti l'idée qu'elle était plate, là, puis qu'il y a un mur à chaque bout, puis si tu tombes en bas, tu tombes dans le vide, là, tu te ramasses dans un trou noir, puis etc. Tu sais, les histoires de peur des années 1300, puis je sais pas, moi... Mais c'est pas tout à fait un scientifique qui a parti que la Terre était plate, là. C'est plus la mythologie, c'est plus la religion qui a parti cette idée-là. Je suis pas sûre. Là-dessus, je veux pas t'ostiner, mais il y avait des... Je me souviens pas le nom du scientifique, juste parce que je le cherche, là, faire exprès. Mais si quelqu'un connaît la réponse, justement, ou qu'il y aurait des questions à poser à Franck Natarelli d'Antis Québec ou Simon Noël, qui est neuroscientifique, je vous invite à venir par texto en composant le 581-500-1196, 581-500-1196. Si vous avez un texto, une question, ou si vous me trouvez le nom du scientifique qui a dit au départ que la Terre était plate, là, avant qu'on découvre qu'elle soit ronde, bien, si vous avez des réponses ou des questionnements, gênez-vous pas. Le texto est présentement ouvert. Je vais surveiller et je vais poser vos questions en direct à nos deux spécialistes. Je sais aussi, Simon, que tu as parlé aussi d'un test génie et... Je sais que tu n'aimes pas le mot folie, là. Je vais le dire pareil, parce que maladie mentale, d'abord, on va dire. Là. On va mettre justement le lien de ce test-là après l'émission sur la page de Zone Parallèle. Explique-moi donc de quoi tu parles. Qu'est-ce que c'est ça? Ben disons, en gros, il y a des fois du monde qui font comme « Ah, ben j'ai vu un fantôme. Est-ce que je suis fou ou est-ce que j'ai vraiment vu un fantôme, par exemple? » Il y a beaucoup de personnes qui peuvent s'inquiéter sur leur santé d'esprit, quoi. En partant, le fait de s'inquiéter sur sa santé d'esprit, c'est bon signe, mais si on veut vraiment être sûr, il existe un test qui est un vidéo. En gros, ce vidéo présente une illusion d'optique. Et puis, si vraiment, en regardant, on voit pas du tout l'illusion d'optique, en gros, ça veut dire qu'on est soit schizophrène ou soit un génie. Si on voit l'illusion d'optique, mais qu'on réussit à comprendre comment ça fonctionne, ça veut juste dire qu'on est normal. Puis si on comprend pas comment ça fonctionne aussi, mais il faut vraiment pas le regarder en se disant « Ah, je comprends comment ça fonctionne ». Il faut vraiment répondre aux vidéos avec qu'est-ce qu'on réussit à vraiment percevoir et non pas qu'est-ce qu'on réussit à analyser, quoi. Ouais, parce que la plupart des gens dans nos propres familles, il y en a qui vont se faire... oui, dans leur propre famille, en plus, là. Garde, OK, Franck, t'as un problème, là, je pense que tu devrais aller consulter. T'as un problème d'hallucination, là. Qu'est-ce qui dit que... C'est quoi les signes qu'on peut savoir quand quelqu'un est schizophrène ou il hallucine? Parce que on se fait accuser d'halluciner si on voit quelque chose, là. Le plus grand signe, disons, de la schizophrénie vient de ce qu'on appelle le prodrome, qui, on peut dire, peut se refléter par une paranoïa.
C'est-à-dire que la personne a vraiment tendance à dire des affaires qui ont pas de bon sens. Par exemple... en tout temps? Assez en tout temps, oui. OK. Ça, c'est les premiers signes. C'est comme un peu la fumée avant d'apercevoir le feu, quoi. OK. Tu veux dire des signes comme quoi? Donne-moi un exemple. Par exemple, la personne peut penser que ses voisins l'écoutent constamment aux portes, par exemple. La personne peut se sentir suivie régulièrement par du monde lorsqu'il n'y a personne. La personne va avoir des problèmes à dormir, à trouver le sommeil, des choses comme ça, quoi. OK. Bien, ça c'est de la paranoïa, là. Exactement. Parce que la différence entre paranoïa, schizophrénie, c'est des signes avant-coureurs avant la schizophrénie. Exactement. Hey, je suis pas pire. Ce qu'on appelle le prodrome. Ça veut dire que je t'écoute quand je parle. Quand tu me parles, je trouve ça intéressant. C'est pour ça que des fois, j'ai de l'air intelligente. Je sors des mots à 5 piastres. Non, je triche. C'est que c'est Simon qui m'en apprend un peu, pas mal, lors de nos discussions. Je trouve ça vraiment intéressant. Mais t'en connais, toi, Simon, des gens qui ont ces capacités médiumniques. Qu'est-ce qui est pour toi... est-ce que pour toi, ils ont un problème automatiquement psychiatrique ou ça peut être possible? Parce que les médiums passent tous pour des fous, premièrement. Mais je le sais qu'il y en a qui sont pas fous, là. Disons que c'est dur à définir un peu. Si on prend, par exemple, la psychiatrie, au niveau de la schizophrénie, ce qui se passe au niveau du cerveau, c'est qu'il y a des messages qui sont présents dans le cerveau, il y a des signaux qui sont présents, qui ne devraient pas être là normalement. Et puis le cerveau, en tentant de les interpréter, nous fait voir des choses, nous fait entendre des trucs, des choses comme ça, quoi. Okay. Si on regarde au niveau des personnes qui sont médiums, il y a aussi présence d'un signal dans leur cerveau qui n'est pas là chez quelqu'un qui n'a pas cette présence-là. Ce qui change un peu, c'est un peu l'origine du signal. Quand quelqu'un est schizophrène, le signal vient un peu d'un court-circuit, entre guillemets, dans le cerveau qui crée du bruit. Tandis que quelqu'un qui est plus médium, le signal vient plus de l'extérieur, quoi. Si on prend, par exemple, les yeux, les yeux voient, par exemple, du rouge au violet, mais il y a plusieurs autres ondes, comme l'infrarouge ou l'ultraviolet, que certains animaux, par exemple, réussissent à voir. OK, comme les chats. Entre autres. Si tu avais une petite modification dans ton œil qui te permettrait de voir ne serait-ce qu'une petite affaire un peu là, dans l'ultraviolet ou ne serait-ce qu'une petite affaire dans l'infrarouge, dans ta vie de tous les jours, ton cerveau, parce que le cerveau interprète toujours ce qu'on voit, ça c'est un autre test que je vais parler tantôt, le cerveau interprète toujours ce qu'on voit, on ne voit pas la réalité, on voit une interprétation. Donc le cerveau va comme ignorer un peu ces bruits-là dans la vie de tous les jours, okay. Mais il peut rester des traces résiduelles qui finissent par faire un signal dans le cerveau que là, le cerveau fait comme, bon, c'est quoi cette information-là, qu'est-ce que j'en fais? OK. Donc, quelqu'un qui dit qu'il y a des visions, c'est un peu des perceptions comme ça qu'il reçoit. C'est un peu le même principe aussi pour les oreilles. Tu as, par exemple, les ultrasons. Si on prend les sifflets pour les chiens, nous, on siffle là-dedans, on n'entend rien du tout, mais le chien, lui, perçoit ces sons-là. Quand on a une ouïe qui dépasse un peu, disons, les capacités normales, on peut entendre des bruits que d'autres personnes n'entendent pas. Et puis, notre cerveau, des fois, il ne sait pas comment les interpréter, ce qui fait qu'il peut interpréter ces signaux-là de différentes façons, quoi. OK. Là, j'ai une question, justement, que je viens de recevoir par texto. C'est ceux qui entendent des voix, ceux qui sont considérés comme possédés, est-ce qu'ils sont considérés comme possédés ou schizophrènes ou... c'est quoi le remède, là? C'est quoi qu'on fait pour connaître... Dans le fond, il veut savoir si ces personnes-là, c'est des gens qui sont possédés. Mais comme on disait tantôt, au niveau de la possession, il y a 3 signes qu'il faut savoir reconnaître. C'est-à-dire la capacité de parler des langues qu'on ne connaît pas, une force surhumaine et puis la connaissance de l'inconnu. Parce qu'un schizophrène, c'est pas de la schizophrénie, mais c'est pas de la possession non plus, parce que je trouve la question est quand même intéressante, à savoir si ces gens-là peuvent être... réellement possédés, dans le fond? Bien, c'est ça. Quelqu'un qui entend des voix, est-ce que c'est un signe de possession? Entendre des voix, ça peut être un signe de possession, mais c'est pas garanti que c'est une possession. Oui, parce que moi, à cause justement de la maladie mentale, dans le fond, c'est rendu dur à faire un diagnostic là-dessus. C'est comme Simon il disait, c'est pour ça que les prêtres qui sont des prêtres exorcistes, ben, ont une formation en psychiatrie.
OK, oui, c'est vrai. Puis nous, en recherche, avant de dire « Ah, cette personne-là est schizophrène », il faut que cette personne-là ait rencontré 4 psychiatres différents qui sont tous arrivés à un diagnostic de schizophrénie pour pouvoir dire « On inclut cette personne-là dans notre recherche, elle est schizophrène ». Parce que justement, c'est dur à diagnostiquer. C'est-tu de la schizophrénie ou c'est juste de la bipolarité que la personne a eu un high un peu trop élevé? C'est-tu une hallucination passagère? C'est-tu? OK. Justement, la médication pour ce qui est de la schizophrénie, c'est quoi? Il y a différents types de médications. En gros, ce qui se passe, c'est qu'il y a comme trop de signaux. Il y a comme des court-circuits dans le cerveau. OK. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut baisser l'activité cérébrale. Donc, c'est des médicaments comme, par exemple, de la risperidone ou du Seroquel qui sont donnés, qui, eux, vont calmer l'activité du cerveau. OK. Mais c'est, en tout cas... Quelqu'un qui n'est pas schizophrène, en réalité, mais qui se fait prescrire ça, oui. Qu'est-ce qui arrive? Il devient mongol? Zombie? Zombie? Je me dirais que mongol était pas mal péjoratif. Que tu sois schizophrène ou pas, le fait de prendre ces médicaments-là va tout simplement baisser ton activité cérébrale, va t'amortir, va te rendre un peu plus smooth, quoi, entre guillemets. Donc, le risque de connexion, si la personne réellement entendait des voix, pas parce qu'elle était schizophrène, mais parce qu'elle a... il risque de moins entendre, c'est ça? Si le signal rentre moins? C'est un peu ça. Prends par exemple le chatouillement. OK. Si je te pèse solidement sur le bras, ton cerveau reçoit un message clair, net et précis. Il commence pas à capoter. Si j'y vais avec une petite plume vraiment très délicatement, là, le cerveau reçoit un message juste partiel, en quelque sorte. OK. Puis là, quand il essaie de l'interpréter, il y a de la misère à comprendre ce qui se passe exactement. Puis c'est là qu'on se sent un peu chatouillé, quoi. OK. Si on vient qu'à diminuer l'activité du cerveau, ben ce message-là vient qu'à se perdre comme dans le bruit parce qu'il est déjà faible en partant, donc il n'est plus assez fort. OK. Ouf! Hey, je trouve ça plate. On va être obligé d'aller encore en pause. Je trouve ça intéressant parce que j'arrêterai pas de poser des questions. Puis je vous rappelle que ceux qui ont des questions à poser, comme la personne qui vient de nous poser la question par texto, 581-500-1196, gênez-vous pas. On s'en va à la pause. On revient dans quelques instants. Hey, ça, je trouve ça drôle. Il se passe des choses bizarres dans le studio. D'après moi, on va se faire enlever qu'on sort d'ici. Je sais pas. Hey, je te jure, le système, il y a une toune qui est partie qui n'était même pas là. Tout ce que j'ai préparé comme mise en onde, c'est complètement effacé. Le texto, pas le texto, mon téléphone, c'est comme si Messenger, quelqu'un essayait de me parler, puis il n'y a pas personne. Hey, je te jure, je trouve ça assez étrange comme phénomène. Puis toi aussi, tu as reçu un texto en plus. Je comprends pas. Puis en plus, les micros sont fermés, puis on nous entendait en plus à la radio pendant la pause, pendant la musique et pendant les publicités. Ça, c'est impossible. Le micro était carrément fermé. Je comprends pas ce qui se passe. Ça doit être mon... Paranormal. Oui, ou ben non, c'est vraiment, j'ai un problème de débutante. Là. Pourtant, ça fait quand même depuis le 21 avril que je t'en onde. Je comprends pas ce qui s'est passé là. Peut-être aussi qu'un groupe comme Anonymous pourrait avoir hacké le studio. Probablement, parce que j'avais plus aucun contrôle de ce qui se passait à l'intérieur. J'ai l'impression que quelqu'un joue sur le système pendant que je vous parle là, présentement, parce que j'ai vu défiler les pages sur l'ordinateur, à moins que quelqu'un joue via l'extérieur. Mais en tout cas, bref, on va penser on va se faire croire que c'est scientifiquement prouvé. Il y a quelqu'un peut-être qui a joué dans mes plates-bandes. On va essayer de ne pas se faire de peur et se dire que c'est paranormal, mais... Bref, c'est ça. On parlait juste avant la pause de quelque chose. Tu as parlé aussi durant la pause, justement. Oui, bien sûr. J'aimerais ça que tu reposes la question à Simon parce que j'ai trouvé ça intéressant ce que tu allais dire. Oui, Simon, si on prend comme exemple Nostradamus, je sais que normalement, il prenait de l'opium, qui est, si je me trompe pas, un psychotrope, puis qui pouvait arriver à diviner des choses. Des prophéties, des choses qui étaient pour se produire X années plus tard, puis même jusqu'à aujourd'hui. Ça, comment que le cerveau fonctionne dans ce sens-là, Simon? En gros, comme je disais un peu tantôt, notre cerveau, quand on est schizophrène, a des signaux qui, normalement, ne seraient pas là. Versus quelqu'un qui, lui, a des dons...
disons, pour voir des fantômes ou des choses comme ça. Lui a des signaux qui viennent de l'extérieur et puis c'est son cerveau qui donne une interprétation à ces signaux-là. D'accord. Et puis, quelqu'un de normal, lui, fait juste comme ignorer tout simplement un peu les différents signaux aberrants qu'il reçoit. Par exemple, ou les signaux non aberrants, comme par exemple les cheveux. Si ton cerveau faisait aucune inhibition, faisait aucune interprétation d'information, faisait aucune sélection de ce qu'il va envoyer dans ton conscient ou non, tu sentirais tes cheveux pousser, par exemple, ou tu entendrais ton cœur battre, puis tu serais obligé de penser à respirer. Ça, c'est tous des mécanismes de protection que ton cerveau a. Et puis, les drogues qui sont psychotropes viennent, disons, modifier un peu ces mécanismes de protection-là. Si quelqu'un prend de l'ecstasy puis te dit qu'il sent ses cheveux pousser, c'est que c'est vrai, il sent ses cheveux pousser parce que le mécanisme, justement, a été court-circuité. Puis d'ailleurs, quelqu'un peut faire carrément un bad trip avec de l'ecstasy puis son cerveau peut carrément fondre parce que, justement, il y a trop de mécanismes de protection qui sont... Mon Dieu, c'est bien fort. Ben c'est jamais bon, la drogue, hein? Ben non, mais de non, là ça laisse des séquelles, hein? De là, ce que le cerveau fonde, aïe. C'est pas fondre, c'est pas fondre, mais tu sais, la température peut monter, puis le cerveau peut surchauffer, puis... Mais avec cette drogue-là, pourquoi qu'il était capable d'arriver à des prédictions, mais que les prédictions arrivaient vraiment? Ça, c'est plus du hasard. C'est facile de... En tout cas, il n'y a rien de scientifique qui prouve qu'on peut voir l'avenir ou qu'on peut, disons, avoir plus de chances que quelqu'un d'autre pour deviner l'avenir. Ça, il n'y a pas d'études scientifiques qui démontrent ça à ma connaissance. Ça, c'est plus un peu du hasard. Okay. Mais n'empêche qu'on a beaucoup plus de perceptions qui sont activées là, avec des drogues qui sont psychotropes. Parce que si tu savais la recette, je t'aurais demandé c'est quoi les prochains chiffres pour le Lotomax, mais finalement, ça ne fonctionnera pas. Est-ce que je suis arrivé ici avec une limousine ou je suis arrivé ici avec une auto relativement normale? Très normal, Simon, c'est vrai. Moi, je suis arrivé en soucoupe volante. Vous l'avez pas vu? Ouais. Non, puis j'ai aussi mon petit poney à picot. Ah, c'était ça, le cercle que j'ai vu dans le champ tantôt? Là, j'ai réponse à mes questions. Merci, Frankie, de m'avoir envoyé le texto pour me dire que oui, peut-être, j'ai peut-être pas monté l'heure suivante. Pourtant, je croyais l'avoir fait. Mais tu vois, on est tellement... Mais merci, Frankie. Moi, je sais que tu m'écoutes, je trouve ça le fun. Puis j'ai mis une de tes chansons, en plus d'une de tes tunes dans le rap. Oui, ça arrive. Oui, tu peux bien rire. J'ai aussi... j'ai une autre question. C'est pas une question, c'est plutôt un commentaire. Je pense que Richard Glenn qui encourage ceux qui entendent des voix. Selon lui, ce sont des gens évolués. Ils pensent encore à Mon Dieu, il y a peut-être une faute de frappe. En tout cas, 2003. Et 2023. Donc, Richard Glenn, ceux qui ne connaissent pas Richard Glenn, c'est ésotériste expérimental. À l'époque, il y avait son émission à la télévision. Oui, lui, il dit qu'il encourage les gens, ceux qui entendent. Pour lui, c'est pas toujours nécessairement de la schizophrénie, mais où il y a des cas, là, parce que Richard, on s'entend qu'il n'est pas psychiatre, où il n'y a pas on ne peut pas faire un diagnostic si on n'a pas les connaissances. Comme toi, Simon, tu as la connaissance, mais tu n'as pas toutes nécessairement les connaissances dans tout. Dans toute la science, je veux dire, en passant, là. J'ai une autre question aussi qui vient de quelqu'un que... J'ai pas les noms, mais la personne me dit « J'ai déjà travaillé en psychiatrie et je trouve dommage que les médecins n'ont pas l'option... Attends un petit peu, je vais essayer de tasser mon micro. OK. N'ont pas toute l'option possédée dans leur feuille, donc on se détourne on se retourne vers les médicaments, ce qui n'est pas toujours efficace selon moi. Par exemple, les pays musulmans, l'exorcisme est couramment utilisé. Ma question est pourquoi le Canada n'utilise pas cette option? Comme c'est vrai que ça peut être intéressant. Pourquoi? Ici, c'est tout de suite comme, tiens, prends tes pilules, puis assieds-toi, puis sèche, là. On ne sait pas si ça va faire, on ne sait pas si les médicaments vont te faire, mais ici, comme qu'il dit dans les pays musulmans, on parle de gens qui sont possédés, donc on va faire venir un prêtre exorciste. Ce qui arrive, c'est que ça prend l'autorisation, dans le fond, du Vatican pour faire un exorcisme. Puis j'imagine qu'il y a peut-être, je pense, une dizaine de prêtres exorcismes. Mais sûrement que, d'après moi, là, d'après mes connaissances, c'est peut-être qu'il y aurait plus de cas
il y aurait beaucoup de cas à travers le monde, donc sont vraiment là, occupés pour ça. Puis je pense que dans l'islam, je pense qu'un simple prêtre peut faire un exorcisme. Donc ça prend pas l'autorisation là, du Vatican là, ou d'un membre plus haut. Là. Mais par contre, comme il disait tantôt, le prêtre qui a sa formation pour faire de l'exorcisme, il a une formation en psychiatrie. Oui. Pour en venir à faire un diagnostic, à savoir s'il est fou ou pas. Là. Je dis fou. Excuse, si Simon, les oreilles doivent te friser quand je dis ce mot-là. C'est vrai que c'est pas fin pour ceux qui... C'est maladie mentale. Parce que c'est pas de la folie, là, c'est vraiment une maladie mentale. Là. C'est moi qu'il faudrait que je me tape sur les doigts. Je devrais pas parler comme ça des fois. Disons, en gros, que quand que quelqu'un est vraiment possédé et que c'est reconnu par le clergé, on procède à un exorcisme. Et puis ces cas-là qui sont déclarés réels sont très, très, très présents en Europe. Mais en Amérique, on n'en a vraiment, vraiment pas beaucoup de cas comme ça. C'est pour ça qu'on n'a pas beaucoup de prêtres exorcistes et qu'on n'en a pas vraiment souvent parlé. Pourquoi qu'on a moins de personnes possédées officiellement ici qu'ailleurs, je ne sais pas. Mais c'est un fait tout simplement là, qu'il y a moins de cas qui sont reconnus par le clergé en Amérique versus en Europe. OK. Puis sinon aussi, oui, donc tantôt, la première question que tu avais posée, la personne là, qui avait tu peux relire la première question que tu as. Le texto, là, tu parles? Oui, exactement. Qui disait que, tu sais, comme dans des autres pays, comme les pays musulmans, eux autres font venir un exorcisme. Non, l'autre devant. L'autre devant. Celui de Richard Glenn, je pense. Exactement. Ça un peu, je retourne sur mon message. J'aimerais ça en profiter pour ouvrir une parenthèse sur la perception. OK. Si tu peux le rafraîchir pour le... Oui, OK. La question était, allô, Carole, que penses-tu de Richard Glenn qui encourage ceux qui entendent des voix? Selon lui, ce sont des gens évolués. Il parle encore je pense que ça doit être pour la fin, pour 2023. Moi, personnellement, Richard, je le connais. Je sais que c'est pas nécessairement un gars qui est nécessairement malade mental. Il y a des perceptions différentes de d'autres personnes. C'est une personne qui a été, comment on dit ça? Pas abductée. s'est fait enlever par... Il y en a qui ont des facilités à rentrer en contact avec des êtres de l'au-delà ou de d'autres dimensions. Ça, c'est possible. Ça va faire partie d'une future émission, d'ailleurs, parce que c'est un phénomène qui est assez pas très, par les ufologues, pas très apprécié parce qu'ils n'osent pas toucher à ça. Mais moi, je vais l'oser. Je vais oser en parler de ça parce qu'il y a des cas vraiment assez particuliers qui parlent de ça. Fait que ça revient à ça. Oui, donc, moi, ce que je veux dire à ce sujet-là, c'est que tout est toujours question de perception. Tout se réfère souvent aussi à la normalité. La normalité, c'est quoi? C'est la majorité. Parce que la majorité du monde est quelque chose, c'est ce qui est normal, et puis le reste l'est pas, quoi. Si on prend, par exemple, le tout premier poisson qui a décidé que lui, moi, je vais faire un tour sur la Terre, puis j'apprends à respirer avec des poumons et non plus des branchies. Lui, c'était un marginal à son époque. Il était carrément anormal, quoi. Sauf que c'est devenu la mode, et puis là, les poissons se sont mis à tout marcher, puis on s'est ramassé avec des animaux plus complexes, quoi. Okay. Je vulgarise pas mal. Puis donc, on vient d'un poisson. C'est ça, tu sais, je fais pas mal d'images, disons. Là. Un spermatozoïde, ça ressemble pas mal à un poisson avec la petite queue. On a l'air de toute une gang de petites grenouilles. Le premier singe qui a décidé qu'il descendait d'un arbre, les autres, ils ont tous regardé et ils ont dit « T'es-tu fou, toi, tu vas te faire manger par les lions, ou etc. » Mais il est descendu de l'arbre, il a réussi à se lever debout, puis ça a donné ce qu'on est là, tu sais. J'imagine le singe demandait à l'autre « T'es-tu fou, toi? » Donc, tu sais, peut-être que c'est une aberration qui va disparaître, peut-être que c'est une aberration qui va rester, peut-être que c'est une évolution. C'est vraiment des questions de perception. Justement. Si on prend, par exemple, quelqu'un qui est gros ici, qu'on amène cette personne-là au Madagascar, ça devient un top modèle. Parce que pour eux, l'obésité, c'est un signe de richesse, c'est un signe de santé. Quelqu'un qui est maigre au Madagascar est considéré comme quelqu'un de pauvre, comme quelqu'un de laid. Cette personne-là, tu l'amènes ici, puis c'est rendu un top modèle. Si on prend par exemple le tabagisme, une femme ici au Québec qui est enceinte et qui fume,
notre normalité, notre société considère que c'est pas bien, que c'est anormal. Si on prend par exemple en Australie, au contraire, là c'est quelque chose qui est bien vu parce que ça fait des bébés un peu plus petits, parce que ça diminue les souffrances de la femme, parce que ça favorise une meilleure récupération après la grossesse, parce que ça coûte moins d'argent à la société, au système de santé, etc., quoi. OK. Donc, c'est vraiment toujours question de perception. Bien, justement, parlant de perception. Pour moi, la perception, c'est souvent comme un écran mental aussi, là. Tout se passe comme... Il y en a qui vont dire c'est dans ta tête. Oui, ça peut être dans ma tête. Ça ne veut pas dire que si je vois quelque chose, je le vois avec mes yeux. Je peux le voir aussi dans ma tête comme un flash, comme un flashback ou comme un truc qui peut être envoyé dans un écran mental comme le rêve. Parce que quand on rêve, c'est une forme d'écran mental. Ce qui se passe dans ton rêve, tu n'es pas sur le mur de ta chambre, là. Ça se passe vraiment au niveau de ta tête dans un écran mental. Je me demandais, est-ce que la synapse qui envoie les neurotransmetteurs, qui sert en fait de signal, c'est justement est-ce que c'est ce genre de courant-là qui fait que le lien qui sert à capter certaines images ou de sensations qu'on peut ressentir, mettons que je vois quelqu'un, est-ce que c'est comme ça que ça fonctionne? Est-ce que je suis dans le champ? Ben, en gros, de par les différents récepteurs qu'on a, comme par exemple nos yeux ou nos oreilles, on reçoit différents signaux de l'extérieur. Ces signaux-là sont transformés sous forme d'activité électrique, justement, là, par les différentes synapses, par les neurones. OK. Et puis ces signaux-là, quand on sait comment les interpréter adéquatement, on les interprète adéquatement. Par exemple, je vois une table, c'est un signal clair, donc c'est une table que je vois. Quand on ne sait pas comment l'interpréter, là, le cerveau, soit qu'il l'ignore, ou soit qu'il essaie de lui donner une interprétation. Ce qui fait qu'on peut même, des fois, voir quelque chose avec nos yeux, mais notre cerveau ne sait tellement pas comment l'interpréter qu'il nous fait accroire qu'on a entendu quelque chose. Okay. Par exemple, on peut avoir des fois une fourmi qui nous frôle un petit orteil, mais notre cerveau, le signal est tellement faible qu'il ne sait pas d'où ce que ça vient précisément. Fait que là, il peut penser qu'on s'est fait tapoter sur l'épaule, qu'on s'est fait jouer dans les cheveux, des choses comme ça, quoi. Merci de ton exemple. Je vais t'en donner un autre. Parce que j'étais justement avec Franck, on était chez, un petit peu comment ça s'appelait, là, à Lévis, Franck. AC Davy? Oui, chez AC Davy. Oui. On était à AC Davy. Les caméras, tout le temps, les batteries se mettaient à descendre rapidement. Puis à un moment donné, Franck est monté. Il m'a laissé l'Ovilus dans ses mains. Ça, c'est quoi? Veux-tu expliquer? Ou... Oui, l'Ovilus, dans le fond, c'est un outil qu'on utilise qui transforme les champs électromagnétiques en mots. OK. Donc, puis, on peut obtenir des réponses très claires avec ça. Exactement. Et il m'avait laissé l'Ovilus dans les mains. Et j'étais avec le producteur, parce qu'on tournait pour une séance pour le documentaire, qui était à l'époque aussi au prime abord une série télé qui a comme pas eu lieu. Mm-hmm. Ça, on va m'en garder une petite gêne, là, parce que j'en veux un peu aux médias de ne pas avoir... Oui. Mais bref, c'est une autre histoire. Mais tout ça pour dire que chez SCDV, j'étais avec la directrice des lieux à ce moment-là, plus le producteur. J'avais l'Ovilus dans les mains et je me suis sentie comme si on me mettait le doigt dans l'oreille et je l'ai dit clairement avant, devant les autres. Je crime, je viens de me faire mettre un doigt dans l'oreille puis comme si on tournait, là. Oui. Et j'ai montré le signe puis eux autres ont fait, ben voyons, il n'y a rien. Je comprends pas. Ben oui, mais je peux pas te comprendre pourquoi. Ça vient de me faire ça. Je sens, on sentait, de toute façon, on sentait qu'il y avait quelqu'un, là. Ah, c'est clair. Puis on obtenait des réponses, là, qui oui. Vraiment, là, positives. Là. Je te dirais même pas 30 secondes après avoir dit ça, son Ovilus a écrit le mot. Parce que ça a écrit le mot et ça le dit. Ça dit doigt dans l'oreille. Oui. C'est drôle. Ça, c'est spécial en tabarouette. C'est que les risques d'une probabilité, là, les risques d'une probabilité à ce moment-là, c'est très faible, là, parce que c'est 3 choses qui est arrivé, puis c'est 3 mots qui ont rapport avec ça. Donc, puis je sais que ça l'utilise comme de l'algorithme pour formuler aussi les mots avec les champs électromagnétiques, mais ça a tombé direct dans le mille, là. Bien, justement. Parce que tu parlais tantôt comme la fourmi qui te frôle un pied, tu penses que le cerveau va interpréter ou il va penser pour toi que, tu sais, il va l'analyser à sa façon avec ce qu'il connaît. Mais là aussi, j'avais une vidéo que je t'ai envoyée là, pour démontrer un peu que le cerveau interprète par rapport à la tâche aveugle. Oui, je vais le mettre ça aussi sur le site de Zone Parallèle après l'émission ou le temps que je me rende d'ici la soirée, là. En gros, c'est que nos yeux, on a toujours un petit spot là, qu'on ne voit pas, qui est l'endroit où le nerf optique est connecté.
Et puis, quand on regarde dans la vraie vie les choses, on voit pas du tout cette tâche-là. Parce que notre cerveau, justement, interprète l'information qu'il reçoit. Et puis, dans le petit vidéo, là, vous allez pouvoir voir, là, ils vont vous aider à trouver cette tâche aveugle-là. Vous allez voir un point que quand vous allez mettre l'écran de votre ordinateur ou quand vous allez l'imprimer, peu importe, vous allez voir le point disparaître parce qu'il va tomber dans cette zone-là. Okay. Puis, vous allez voir quand ils vont m'ajouter, à un moment donné, là, des objets autour, vous allez voir les objets apparaître. Et puis, même un peu plus tard, ils vont vous faire descendre carrément un peu le regard un peu plus bas tout en gardant la même distance focale. Et puis, vous allez voir qu'il y a une ligne qui est trouée. Mais quand vous allez avoir descendu votre regard puis que le trou va tomber dans votre tâche aveugle, le trou va disparaître puis vous allez vraiment avoir une ligne pleine, quoi. OK. Mais la perception, comme tu dis, quand tu es 2, puis 3, puis plusieurs, avoir quelque chose en même temps, c'est pas nécessairement... Il y a quelque chose qui s'est passé, là. C'est une influence collective, des fois, aussi. Moi, je crois pas à ça. Je crois pas à ça, sérieusement, l'influence collective. Oh, ça, là. Puis pour ceux qui font des voyages astrales, ça serait quoi au niveau du cerveau? Ça, c'est un sujet que j'ai pas du tout étudié pour l'instant. D'accord. Parce que, ben c'est vrai. Parce que, comme on a parlé avec Sylvie Boucher, on a parlé justement des ondes, qu'est-ce qu'on peut ressentir ou quelqu'un va passer. Ça peut être un voyage, quelqu'un qui est fait vraiment, comme on appelle le vol de nuit, comme mon prof Jean Cazot dit souvent. Le vol de nuit, j'aime mieux ça, dire même que voyage astral, là. Parce que la plupart du temps, ça se passe dans la nuit. Quand tu es couché, tu dors. C'est comme si tu vas dans un autre endroit, tu vas dans un autre lieu et tu vois ce qui se passe à un autre endroit, mais ce qui s'avère être vrai. Mais encore là, ça revient. C'est comme si une partie de notre corps se détache de nous. C'est assez délicat. C'est une autre patente. On va en parler sur une autre émission parce que je vais me la préparer, celle-là. Je ne vais pas dire des affaires tout croche, là. Mais là-dessus, ce que je peux dire un peu, c'est que aux États-Unis, les militaires ont fait des études un peu sur la télépathie. Eux, ce qu'ils espéraient, c'est qu'en temps de guerre, ils puissent transmettre des messages cohérents, genre « Bonjour, je suis Simon » ou « Je me fais attaquer à tel endroit », puis que ces messages-là ne soient pas interceptés par l'ennemi. Ils n'ont pas réussi à démontrer que ça fonctionnait. Ils n'ont pas réussi à prouver que la télépathie, en ce sens-là, fonctionnait. Hey. Mais, par exemple, au niveau émotif, ils ont réussi à démontrer qu'on pouvait comme transmettre des informations à distance, surtout dans le cas de jumeaux. C'est-à-dire qu'on prend des deux frères jumeaux qui est au Québec, par exemple, l'autre qui sera en France, et puis il y en a un des deux qui serait triste et l'autre ressentirait la tristesse de son frère. Donc, il y a une émotion qui s'est partagée à quelque part. Maintenant, c'est-tu des ondes? C'est-tu comment ça s'est transmis? On ne sait pas. Mais peu importe comment ça s'est transmis, c'est pareil, une communication à quelque part qu'il y a eu entre deux entités, entre deux personnes qui sont à des endroits différents. Okay. Si on utilisait ces mêmes principes-là dans un contexte plus de voyage astral, on pourrait peut-être réussir à communiquer avec du monde ailleurs, ce qui pourrait donner l'impression d'être ailleurs. Mais encore une fois, là, ça, j'ai pas d'études là-dessus. Là. C'est parce qu'on vit, tu sais, comme les enfants, nos propres enfants à bas âge. Tu sais, avant que ça aille à l'école, on s'entend qu'on n'a pas encrassé le cerveau de plein de trucs. On ne les a pas implantés, la façon de vivre. On les a pas... on les a pas dirigés en lui mettant plein d'affaires dans la tête. Comme il y en a qui vont dire, si un enfant va dire, il y a quelque chose dans notre garde-robe. Parle pas de ça, c'est pas vrai. T'es folle. Arrête de parler de ça, c'est pas vrai. C'est très péjoratif. C'est très mal vu. Même les parents n'encouragent pas les enfants à développer ça. Mais pourtant, les enfants voient ces affaires-là. Il y en a, j'ai vu plusieurs reportages documentaires qui parlent des enfants qui sont revenus d'un autre... comment est-ce qu'on peut dire? Sont revenus sur la Terre parce que... la réincarnation, dans le fond, là. Ils se souviennent de leur vie antérieure. Encore là, c'est une perception. C'est comme ta fille qui va, ta propre fille à toi-même qui va faire un geste de son grand-père qu'elle n'a jamais connu son grand-père et qui va faire le même mouvement que son grand-père en disant « Papy me l'a montré ». Comment est-ce que tu peux expliquer ça? Tu parlais tantôt d'énergie résiduelle, du bois ou de la pierre qui peut accumuler des énergies. Oui. Mélodie a déjà à plusieurs reprises vu la photo de son papy, donc elle peut facilement avoir une image de qui il est. Puis son papy a souvent fait les gestes dans la maison, donc peut-être que la maison a enregistré une forme d'énergie résiduelle d'eux. Puis
comme l'enfant a un cerveau avec beaucoup moins de barrières, un peu comme tu le dis, on parle souvent d'innocence, a comme la capacité d'interpréter les signaux que nous, on a perdus avec le temps. Là. Donc, c'est peut-être juste un mélange de tout ça qui donne le résultat. C'est comme un peu les enfants à la naissance. C'est beau voir un enfant. Moi, si je vois ta fille de 2 ans qui imite son père, tu peux pas voir une photo avec le mouvement. Une photo, ça bouge pas, là. Elle n'a pas vu de vidéo non plus. Non, mais l'énergie résiduelle de son papy est là, par exemple. Donc, est-ce que c'est l'énergie résiduelle? Donc, elle a capté un vestige du passé. C'est un peu comme Frank. Oui. Justement, tu as passé à la radio à Victo la semaine dernière. Oui, c'est bien ça. On a fait une mini-enquête, entre guillemets, dans la station de radio. Bien, justement, tu en as pogné des vestiges du passé là-bas. On en a capté plusieurs phénomènes, surtout des bons PVE avec l'Ovilus. Puis, tu sais, il y a des gens que j'avais vus, dans le fond, sur les commentaires, sur les réseaux sociaux, que j'étais à côté d'une console. Ben oui, il y a tout un système, l'antenne. Exactement. Puis l'antenne, est-ce que c'est pour ça que le K2, dans le fond, savait actionner? Bon. Nous, comme dans chaque enquête, on fait toujours des tests avant l'enquête. OK. Donc, quand on est à la radio, on est timé. J'ai pas le temps de montrer ça aux gens, les tests qu'on fait. Mais dans le documentaire, on va pouvoir le montrer aux gens, comment qu'on fait. Parce que moi, lorsque j'étais devant la console, à côté de la console, il n'y avait aucun champ électromagnétique. C'est étrange. Il n'en avait aucun. Puis lorsque j'ai commencé à poser des questions, c'est là que les champs électromagnétiques ont commencé à être très élevés. Ça peut pas être des ondes, justement. Donc, ça peut pas être des ondes parce que ça l'aurait fait avant que... dès que je rentrais dans la pièce, si ça venait de là. Mais Frank, donc, c'est ça. Il faut pas oublier qu'un champ électromagnétique peut avoir une origine artificielle, comme par exemple un fil électrique qu'un humain aurait mis à quelque part, ou peut avoir une origine naturelle. Oh oui, c'est sûr. Parce si l'origine est naturelle, on doit comprendre quelle est cette origine-là pour pouvoir parler un peu de la présence ou de l'absence du sang, parce qu'il peut arriver, repartir. Par exemple, je parlais de tremblement de terre. Quand 2 roches frottent ensemble, ont tendance à produire un champ électromagnétique. Si les roches arrêtent de frotter, le champ disparaît. Il y a un bon point, il vient de parler, tu as nommé le mot cœur. Oui, même notre cœur produit des champs électromagnétiques. Donc, si on s'arrête à ça, est-ce que dans le fond, que tous les champs électromagnétiques, on pourrait pas s'en servir comme une thèse, comme une genre de preuve? Moi là, si j'ai pas de réponse de phénomène de voie électronique, puis que le K2 se met à fluctuer là, dans le rouge ou dans l'orange, si c'est pas accompagné de champs électromagnétiques, pas de champs électromagnétiques, mais de phénomènes de voie électronique, moi, je considère pas ça comme des preuves. Mais lorsque on capte des PVE très clairs, comme ça l'a même dit classique. Puis 2 minutes après, il faisait une annonce. Puis c'était la classique de Billard. Ben oui, ça, j'ai vu ça. Donc, l'Ovilus, il a deviné le futur, dans le fond, là. Il a nommé un mot qui a été dit quelques secondes plus tard. Oui, qui était dans le fond, la prochaine pause publicitaire. Okay. Donc, si j'aurais pas capté tous ces phénomènes de voie électronique-là, j'aurais sûrement pas dit que l'endroit est tenté. Mais elle est bel et bien. Toi, tu me confirmes que avant de rentrer en onde avec la radio là-bas, avec toi, tu as fait vraiment les tests avant? Ben, comme chaque enquête. Okay. C'est devenu un automatisme pour moi après tout ce temps-là. Là. OK. Ça fait 18 ans que je fais ça. Donc, pour moi, j'ai pas besoin de l'expliquer. Non, c'est un moi, automatisme. Je le sais. C'est ça. Moi, je le sais parce que je te vois faire. Là. Exactement. Sauf que quand on est à la radio, puis on se fait dire on a 4 minutes, descendez en bas, puis remontez en haut, ben j'ai pas le temps de montrer ça à tout le monde. Oui, il y a ça. De l'autre côté, il y a l'aspect perception aussi, encore une fois. Si on prend par exemple la météo, quand que la météo dit vrai, ben on s'en fout puis on l'oublie. Quand la météo se trompe, ben là cette fois-là on s'en rappelle puis la météo c'est toujours dans l'erreur puis etc. puis c'est pas précis. C'est vrai, c'est toujours relié à la perception aussi. Si par hasard le mot sort tout en étant dit quelques minutes plus tard, à un moment donné, tu peux aussi des fois peut-être penser que c'est lié, mais c'est juste le hasard aussi. Oui, ça pourrait être le hasard. Ce qu'il faudrait plus, c'est voir le nombre de fois que des choses comme ça se produisent versus le nombre de fois où ça se produit pas du tout.
Effectivement. La science parle de reproductibilité, parle d'échantillonnage statistique précis. Tu sais, c'est vrai que c'est complexe. Oui, j'ai reçu d'autres textos. Ça n'arrête pas de rentrer. C'est la première fois que les gens embarquent à ce point-là. Je trouve ça c'est le fun. Ça veut-tu dire qu'on peut rallonger l'émission, ça? Ben non, je pense pas que la prochaine émission Codef 3.0 va suivre après. Je pense pas que on va prendre le comment on dit ça donc le prochain appel. L'assaut, le studio en assaut. Non, j'ai la question. Premièrement, c'est écrit merci pour cette relève. J'aime. Merci beaucoup. Bonjour, je suis intéressée. Je crois que en certaines choses collectives, par exemple les tueries qui se font contre certains groupes musulmans, gouvernements, immigrants, plusieurs personnes ont de la haine contre ces groupes, mais n'osent jamais agir et certains plus sensibles peuvent capter ces mauvaises ondes et agissent. Qu'en pensez-vous? Tu sais, ce qu'on dégage, c'est vrai la colère, parce que Franck, dans un sens, quand on rentre dans un lieu, puis qu'il y a eu une colère, énorme colère, on la ressent quand on rentre dans un lieu hanté ou on dit soi-disant hanté. Là. Même la tristesse. Mais c'est des ondes. C'est des ondes qui sont restées. Si moi, je suis en colère et que je jette ma colère dans un endroit X, ça laisse des traces qui se trouvent à être les énergies résiduelles. Exact? Qu'est-ce que t'en penses, toi, Simon? C'est une forme d'énergie résiduelle. Que ce soit des ondes, de l'énergie ou peu importe, le fait est que notre cerveau reçoit des signaux, que notre cerveau interprète ces signaux-là. Puis si notre cerveau trouve que, justement, les signaux sont trop négatifs, que ça devient un danger, bien, effectivement, ça peut nous faire des choses qu'on ne ferait pas dans une autre situation, justement, par souci de protection. Parce que ça, il ne faut pas oublier, à la base, l'être humain, c'est pas un être qui est fait pour vivre en société. À la base, l'être humain est un être qui est fait pour vivre de façon individuelle. Sauf que notre intelligence nous a permis de découvrir que d'agir en société, c'était plus efficace, plutôt que de devoir à la fois fabriquer mes armes, à la fois aller pêcher, à la fois aller cuisiner, etc., etc. Si on partageait les tâches qu'on vivait en société, on avait une meilleure vie, on était plus optimisé. Ce qui fait qu'on va contre notre nature d'individualité, mais à la base, on est un être qui est fait pour être individuel, quoi. Bien, on est fait pour aimer, on est fait pour être aimé aussi. C'est un peu ça, le sentiment de c'est plate, seul. Là. Ça, c'est apparu à force de vivre en société. Mais j'ai une autre question. Celle-là, elle serait plus pour Franck. C'est quelle est l'influence des esprits maléfiques sur l'homme? C'est-à-dire, comment faire pour ne pas se faire posséder? Y a-t-il une recette? Si tu rentres dans un lieu puis que tu as quelque chose, une entité quelconque, là. Ben, tu vois, c'est sûr que le meilleur des trucs, dans le fond, c'est que si on a peur du paranormal, on a peur des entités ou on a peur qu'un démon puisse prendre possession de nous, c'est d'éviter tout ce qui est occulte. OK. C'est pas compliqué, c'est vraiment, là... tu sais, on cherche pas à savoir, on lit pas des livres là-dessus, on se coupe carrément on coupe les ponts avec ça. C'est une forme de protection. Il y a aussi il y a certaines prières aussi. Il y a Saint-Michel-Archange. Ça, c'est selon les croyances. Oui, c'est ça. Ben, comme moi, je me fais une bulle de protection. Si je vais à quelque part puis je suis pas à l'aise, je me protège puis je me mets dans ma propre bulle. Ben, normalement, ça arrive un signe de possession. Une possession, ça n'arrive pas comme ça, là, one shot. Là. Il y a souvent là, des pré-séquelles à ça. Là. C'est parce que si c'est une entité tellement puissante qui peut prendre possession de ton corps, puis que c'est du viol carrément, là, de la part de cet être-là, ce démon-là, ou peu importe, je voudrais pas le vivre. Non, mais, bien sûr. Mais je sais que si on peut ressentir une énergie résiduelle d'une pièce et qu'on peut se mettre à pleurer, oui. C'est pas parce que je vais pleurer que je suis possédée. Non, c'est sûr. Puis, tu sais, une possession démoniaque, c'est très, 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 très rare, là. C'est ce que je crois aussi. C'est très rare, parce que, puis, de toute façon, comme si on se fie au film Exorciste, puis à toutes nos enquêtes aussi, on n'a jamais vécu de possession, là. Non, bien, vécu, on a vu, on a senti des odeurs de putréfaction à des endroits. Oui, on a senti des signes du malin. Ça, c'est vrai. Ça, puis voir et avoir des trucs assez... c'est même quand le piano a joué, là, qui a joué toute seule, là, au manoir, là. Oui. Ça, on est tous témoins de ça, là. Oui. C'est une
notes, là. Hey, j'étais à peu près à 8 pieds du piano C'est ça, qui était donc, derrière moi à 8 pieds. On venait de passer devant. Exactement. Je ne Donc, joue même pas mon courant d'air là, qui a fait jouer une note de piano. Non, effectivement. Donc ça, c'était vraiment tangible pour moi. Mais on dit qu'apparemment que ça peut arriver qu'une note de piano joue tout seul. Je ne sais pas comment ça fonctionne, le système d'un piano. Parce que c'est des cordes, dans le fond. Oui, mais En pourquoi... gros, la dilatation thermique des changements de température peut faire vibrer les cordes. OK, OK. Ben, c'est intéressant. Ben Ça se peut que ça soit ça. On n'a pas la réponse. On n'a pas Mais c'est ça qui est le fun dans une émission comme ça, c'est que tu vois, nous, même les gens qui sont sceptiques, ça me dérange pas parce que au contraire, tu sais, j'adore ça, discuter avec Simon aujourd'hui, puis ça prouve que moi, je crois pas à n'importe quoi, puis je suis pas fermé d'esprit non plus. Non, là. ben c'est ça. Puis ça contrairement m'aide. à ce qu'un monsieur avait dit dans le passé. Là. Ben oui, un certain. Oui, OK. monsieur le clown. Là. Un certain journaliste, c'est ça. là. OK. Oui. Mais on le salue en passant. Oui, on le salue. Je Pour ta l'ai... note de piano, il y a peut-être aussi un petit phénomène de télékinésie aussi là, au travers. Oui, justement. Si on prend les militaires américains, justement dans leur série d'études sur le paranormal, on réussit à démontrer qu'il y avait une forme de télékinésie qui existait en bas âge chez les enfants de 3 à 4-5 ans environ. Ce qu'ils faisaient comme test, c'est qu'ils prenaient un bouchon de vin dans lequel ils plantaient une aiguille, la partie où on met le fil, la partie arrondie, puis la partie fine qui était orientée vers le haut, ils mettaient un papier d'aluminium de cigarette dessus. OK. Il me recouvrait d'un verre pour être sûr et certain qu'il n'y ait pas de courant d'air qui vienne faire bouger le papier d'aluminium. Et puis, il disait aux enfants de se concentrer sur le papier d'aluminium pour le faire bouger. Il présentait ça comme un jeu, mais surtout, il disait aux enfants que ça marchait toujours. Et puis, le plus souvent, les enfants réussissaient à le faire. Mais ça, c'est un peu comme une sorte de réflexe, on peut dire. OK. Si on prend, par exemple, un bébé qui vient de naître puis qu'on le met dans l'eau, ce bébé-là, instinctivement, sait nager par réflexe. Ce bébé-là, automatiquement, n'aura pas tendance à vouloir respirer, va remonter à la surface, prendre son air, va retourner jouer dans l'eau. Puis qu'on expose ou non régulièrement le bébé à l'eau, il finit en grandissant par perdre ce réflexe-là. OK. Puis tous ceux, justement, qui ont fait cette télékinésie-là en bas âge, en grandissant, ont perdu cette capacité-là, ont perdu ce réflexe-là. Donc, c'est... Sauf qu'à l'âge adulte, tu peux apprendre à nager. Donc, peut-être qu'à l'âge adulte, tu pourrais réapprendre à faire la télékinésie. OK, parce que c'est un fait. C'est un fait réel, c'est prouvé, là. C'est prouvé que En ça bas existe. âge, ça peut fonctionner, oui. Mais que ça, c'est prouvé, mais aussi, ça peut être prouvé C'est sûr aussi qu'un que- papier d'aluminium, c'est pas une note de piano, là, tu sais, c'est très, très, très facile à faire bouger, entre guillemets, comparé à une grosse note de piano. OK. Puis il y a aussi des études qui ont démontré que beaucoup de phénomènes qu'on appelait par exemple des poltergeists, ça venait de personnes qui avaient peut-être certaines capacités télékinésiques, mais disons inconsciemment. C'est principalement des filles aussi, puis on parlait tantôt là, de roches. Les roches ont certaines capacités à nous aider à concentrer certaines énergies, on peut dire, surtout le quartz. Puis on remarqué que Justement. beaucoup de phénomènes de télékinésie ou de poltergeist avaient lieu dans des endroits justement très rocheux où il y avait des veines de quartz à Phénomène proximité. ovni aussi. Beaucoup de phénomènes ovni ont été vus au-dessus des places, des endroits où il y avait du quartz, de la pierre, justement, comme ça. Là, on va devoir retourner à la pause, mais je vais te poser une question que tu vas à propos de l'exercice sur les bols de riz. J'aimerais ça que tu m'en jettes un petit mot là-dessus. Fait qu'on revient tout de suite après la pause. OK. Moses, que j'aime ça parler à cette émission-là. La première fois qu'on rencontre un scientifique versus un paranormaleux, comme on les, on les dit. Non, mais les gens du paranormal et versus la science. Et j'adore que, Simon, tu confirmes que la science n'a pas tout compris, en fait. J'ai reçu un autre texto aussi qui me confirme que c'est Pythagore qui était le premier qui a dit que la Terre était sphérique. Merci beaucoup, celui qui a envoyé le texto. J'ai un autre texto aussi qui dit, attendez un petit peu que je le lise correctement. J'étais sceptique avant jusqu'à ce que je vois un exorcisme en direct. La personne possédée savait son nom, savait mon nom et des choses personnelles sur moi. À la fin de l'exorcisme, la personne ne se rappelait de rien. Expérience épeurante dans ma visite en Afrique du Nord. Donc, en Afrique du Nord, il se passait sûrement des trucs. C'est vrai que
là-bas, c'est comme les pays musulmans ou en Afrique du Nord, il y a beaucoup de cas de possession dans ces secteurs-là. Puis c'est vrai que c'est assez spécial. Oui, là. parce qu'il y a aussi les croyances, ou pas les croyances, mais oui, ça relève des croyances dans ces pays-là, mais c'est comme si on parlerait de tout ce qui est occulte. T'sais, tout ce qui est occulte, là, ça peut amener à des possessions démoniaques. Il y a d'autres pays, c'est du vaudou. Mais quand tu grandis avec l'idée, tu parles de ça dans ta vie, tu grandis que ça existe. Exactement. Puis si tu grandis, tu te fais dire, ferme-toi, t'as pas d'affaire à parler de ça, c'est les fous qui parlent de ça. Là. C'est ça. T'en parles pas, puis tu veux pas passer pour un fou. Tout est une question, comme Simon il dit, de perception. Ben c'est ça, exactement, la perception. On sait qu'on n'est pas fou si on voit ou on entend des choses nécessairement, surtout quand on est plusieurs à l'écouter ou à l'entendre ou à voir. Mais j'ai un petit peu de misère avec la collectivité, moi, qui fait que une hallucination collective, je crois pas à ça. Si tu es plusieurs à voir un phénomène et à l'expliquer de la même façon, je suis pas sûre, moi, que c'est pourquoi qu'on aurait une hallucination collective et pourquoi ça serait pas possible qu'il y ait réellement eu quelque chose. Et pourquoi que la science ne veut pas admettre que ça peut être ça? Ben, l'important, moi, je trouve là-dedans, c'est de récolter toutes les données, les facteurs, puis tout le kit. Parce que comme Simon, il dit, dans le fond, ce que j'ai compris, c'est que Simon, il ne dit pas que ça existe, mais il ne dit pas non plus que ça n'existe pas. Non, c'est ça, parce qu'ils peuvent pas ça prouver. Ça prend des données pour les scientifiques. C'est bien ça, Simon? Ça ressemble à ça, oui. Aucune étude scientifique qui prouve hors de tout doute que ça existe, tout comme il n'y a aucune étude scientifique hors de tout doute qui réussit à prouver que ça n'existe pas. Bien, ce que j'aime dire, moi, c'est, si on fait des recherches, j'aime apporter la preuve qu'une chose existe. Je veux apporter la preuve. Des fois, ça fonctionne. À cette heure, si je te présente quelque chose, apporte-moi que ce que je viens de te proposer ou ce que je viens de te montrer, c'est faux. Mais... C'est ça. C'est ça pareil. Mm-hmm. C'est Franck il capte un fantôme, une masse. Et on a capté des affaires durant les enquêtes, là. On a vu, on a entendu, mais on a capté des choses. Puis apportez-moi la preuve que ce qu'il dit est faux. Moi, je sais que c'est vrai, je l'ai vu de mes yeux, il l'a vu de ses yeux, mais apportez-moi la preuve que ce qu'on a vu est... Mais qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un fantôme? Ça, on ne sait pas. Tu sais, comme Simon, il disait, il y en a qui vont étiqueter ça, c'est démons, tu sais, ces choses-là. Ça peut être quoi? On ne sait pas c'est quoi, mais on a capté quelque chose qui est inexplicable. Effectivement. Selon moi. Effectivement, puis la science ne peut pas, je ne veux pas t'insulter, Simon, mais la science n'a pas toujours raison, en quelque sorte, parce qu'ils font beaucoup d'essais-erreurs. Exact ou pas? La science ne va jamais avoir raison, à moins qu'on réussisse à avoir la science absolue un jour puis qu'on sache tout. Tant qu'on ne saura pas tout, il va toujours rester des exceptions, des trucs qu'on ne comprendra pas. Merci. Je vais juste prendre comme il y a quelques dizaines d'années, on était sûr et certain que la gravité était une loi universelle qui s'appliquait à tout. Puis là, à un moment donné, on a réussi à rapetisser comme tellement nos capacités d'études qu'on est rendu dans la physique quantique. Dans la physique quantique, on se rend compte que la gravité, ça marche plus pantoute, puis ça fonctionne plus du tout comme ça, tu sais. Ça, c'est un bon point. C'est réellement vrai, ce que tu dis là. Il y a énormément de découvertes qu'on fait aujourd'hui, qu'on se dit, ben c'est comme ça marche, mais plus tard, on fait d'autres découvertes, puis on rajoute d'autres éléments qui vont comme, en fin de compte, c'est pas tout à fait comme ça, ou en fin de compte, dans ce contexte-là, ça marche plus du tout. C'est ça, la science, elle évolue tout le temps. Il y a une petite affaire, parce que là, l'émission reste à peu près 5 minutes. Ça passe vite, surtout quand c'est intéressant comme ça, puis je voudrais pas que ça arrête, mais on n'a pas le choix. C'est que il y a la télépathie, le phénomène de télépathie. Tu m'as donné comme exemple l'autre fois parce que je vais m'en poser ma question avant et tu vas comprendre d'où je vais en venir. C'est que la télépathie, c'est deux êtres qui vont communiquer sans se parler de sa bouche, mais seulement qu'en penser. Mm-hmm. Mais pour moi, la télépathie aussi, c'est une forme d'onde. Si moi, je te parle et je t'envoie un signal d'onde de quelque chose, une image quelconque, si je vais te m'envoyer un rond dans ma tête, il faut que tu vois que c'est un rond. Puis si tu captes que c'est un rond, oui, tu as une chance sur deux de l'avoir. C'est ça ou c'est pas ça. Mais si je t'envoie quelque chose qui est vraiment un message quelconque, je vais te dire, j'ai le goût de manger du spaghetti à soir. Mais je t'en parle pas. Mm-hmm. Mais que tu me dis, 2 minutes après, j'ai le goût de manger un spag, puis l'autre te dit la même chose. C'est exactement la pensée que j'ai eue il y a 2 minutes. C'est comme, est-ce que c'est une forme d'onde que l'autre personne a captée? Ou de fréquence. Ou de fréquence. Et voilà. Et c'est bon, ça, Franck. Les fréquences. Parce que on parle aussi que si côté fantomatique ou dimensionnel,
si quelqu'un peut entendre quelque chose qui vient d'une autre dimension, ça peut être aussi sur ce genre de fréquence-là qu'on capte. Vrai ou pas? Disons en gros que pour faire avancer la recherche, il faut du monde qui ont de l'argent, qui veulent faire avancer la recherche. À l'époque où l'armée faisait des recherches sur la télépathie, eux voyaient un peu le moyen de pouvoir avoir des communications secrètes non perçues, ces choses-là. Quand ils ont eu plusieurs échecs à transmettre justement des mots précis, des messages précis, qu'ils voyaient qu'ils étaient juste capables peut-être plus au niveau émotif, ils ont comme coupé un peu là, les ponts à ces recherches-là. Puis là, depuis, il n'y a plus vraiment de subventions assez importantes pour dire qu'on faisait avancer la recherche au niveau de la télépathie. OK, mais on ne sait pas encore c'est quoi la nature de la télépathie. Justement, la nature. On vit dans la nature. Je suis bien contente que tu dises ce mot-là parce que ma question est, les arbres, ils se parlent entre eux. Effectivement. Ben, explique-moi ce que tu m'as déjà dit parce que je veux que les auditeurs entendent ça. Parce que je trouve ça, vraiment, c'est pas tout le monde qui savait ça là, et qui sait ça. Explique-moi donc ça. En gros, la nature a démontré à plusieurs reprises avoir une forme d'intelligence sans nécessairement avoir de cerveau comme nous. Mais un peu comme nous, notre cerveau, on a des synapses qui s'envoient des neurotransmetteurs. Mm-hmm. Eux, les arbres, de par leurs racines, sont capables de s'envoyer des nutriments pour avoir une forme de communication avec ça. Puis ils ont aussi la possibilité pour les arbres d'envoyer des ondes jusqu'à l'autre bout de la forêt, ce qui fait que quand un arbre, par exemple, se fait attaquer par un insecte, les arbres à l'autre bout de la forêt sont au courant que l'insecte est là, puis peuvent commencer déjà à produire un pesticide là, pour se protéger contre cet insecte-là. Okay. Puis en même temps aussi, nous, on dit qu'on est évolué parce qu'on a des émotions, par exemple, par rapport à un chien ou à un animal comme ça. Mais les arbres puis les végétaux, eux aussi, ont démontré des capacités à avoir des émotions. Donc, les arbres se parlent entre eux. C'est dans un langage qu'on comprend pas, mais effectivement, il y a des interactions qui indiquent qu'il y a une communication entre les arbres. Les ondes, les fréquences. Donc, il y a une fréquence à quelque part qui est captée soit par la racine ou... Oups, désolé, j'ai accroché mon micro. Soit par la racine ou par le haut. Par les feuilles. Par les feuilles. Donc, il y a un signal qui se fait entre les deux et ils se communiquent pour dire « Oh, attention, il y a des petites bébites qui s'en viennent. Là. Couvrez-vous. » OK. Puis, mais ce genre de fréquence-là, parce qu'il y a des expériences qui ont été faites sur des enfants dans des classes avec le pot de riz, le fameux pot de riz qui me reste à peu près 2 minutes pour en parler, même pas 1 minute, parce que l'émission achève. 1 minute. Qu'est-ce que tu as à dire avec ça? En gros, l'expérience du pot de riz, c'est de dire des beaux mots à un pot de riz, puis à un autre pot de riz de dire des mauvais mots, en gros. C'est ça. Puis avec le temps, le riz à qui on dit des mauvais mots a tendance à noircir. Il n'y a pas en ce moment d'expérience scientifiquement parlant convaincante à ce niveau-là, mais c'est en cours, donc c'est sûr que c'est à observer. Okay. Mais le fait est que si on prend une plante, qu'on branche sur un polygraphe et qu'on lui dit des mots doux, elle va avoir le même genre de réaction qu'un humain qu'on branche sur un polygraphe et qu'on lui dit des mots doux. Versus si on crie après cette plante-là, elle va avoir la même réaction de stress qu'un humain qu'on branche un polygraphe et qu'on crie après aussi, quoi. Comme le riz, c'est d'ordre végétal un peu comme les plantes. Peut-être qu'il y aurait un peu là, de ça là, qui pourrait ressortir d'eux. Okay. Mais c'est vraiment là, des recherches qui sont en cours, donc je ne peux pas vraiment me prononcer pour l'instant. Parce qu'en ce moment, les études qui ont été présentées à ce niveau-là n'ont pas le calibre scientifique. Si les plantes, les feuilles, les arbres, tout ce que tu voudras, tout ce qui est dans la nature peuvent se communiquer entre eux, donc les humains peuvent le faire aussi. Donc, on peut aussi capter des choses. Il n'y a rien de puis c'est prouvé scientifiquement ce que tu me dis là à propos des arbres. Oui. Exact. Bon, et pour le pot de riz, comme je disais tantôt, le groupe de jeunes qui vont dire le colère sur un pot de riz qui va venir au bout d'un mois beaucoup plus foncé, noirci, pourri, moisi, et l'autre est resté sain. Donc, à ce pot-là, on lui envoie de l'amour et on lui envoie de bonnes énergies. Donc, il y a une preuve aussi, comme la goutte d'eau qui est envoyée, peu importe. Mais là, on va être obligé d'arrêter l'émission parce qu'on est rendu à la fin, à la toute fin. C'est juste vite, il n'y a rien qui dit qu'en criant, tu postillonnes pas dans ton riz, ce qui amène des bactéries, ce qui amène la décomposition. C'est ça, il faut que le pot soit fermé. Il n'y a pas de preuve scientifique encore. Là. Mais il faut que le pot soit fermé avec un couvert et tout. Alors, je remercie les invités d'aujourd'hui, Franck Nattarelli de Antis Québec et Simon Noël qui est neuroscientifique. Je vous remercie pour votre présence à l'émission. La semaine prochaine, on va parler encore une fois du phénomène
de Place Bonaventure, l'OVNI qui a été vu. On a le spécialiste de MUFON qui a fait vraiment un gros travail là-dessus et on a aussi le témoignage, un des témoignages à quelqu'un qui l'a vu, qui a vécu et tout ça. Et on vous laisse maintenant l'onde radio à notre prochaine émission, qui ne manquez pas ça, c'est Code F30, ça je le dis bien comme il faut. Avec, ben là, ça sera plus... là, c'est Manon et Eric. C'est Manon et Eric maintenant qui remplacent Sabrina. Alors, je vous dis la semaine prochaine. J'espère que vous avez apprécié. C'est ça. Fait que, merci beaucoup. Bye-bye.